peut-être... ça sera bien plus mieux, comme on dit en Alsace. Bien, mais écoutez, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez dire face à la caméra votre nom, votre date et lieu de naissance? Oui, bon. Je me nomme Zilbermin Jacques. Je suis né le 8 mai 1929 en Pologne, à Włoszczowa, entre Kielce et Częstochowa. C'était une petite ville C'était une petite ville. C'était une petite ville à l'époque de 8-10 000 habitants. C'était un shtetl en quelque sorte. Il paraît que c'était à majorité juive. Que faisait votre famille, enfin, quelle était la profession de votre père en Pologne? Alors, bon, je n'ai rien de vraiment précis sur sa formation professionnelle. C'est comme beaucoup de gens dans le shtetl, on se débrouillait, on essayait de survivre. Je pense que c'est pour des raisons économiques, comme beaucoup de petits juifs de Pologne qui ont émigré soit en France, soit en Amérique. Donc, c'est pour ces raisons-là que mes parents ont dû partir. Mon père est donc venu à Nancy, je crois 2 ans avant nous. Et à la suite de quoi, c'est ma mère qui est venue à Nancy avec ses enfants, c'est-à-dire mes 2 sœurs, mon frère aîné et moi-même. Vos 2 sœurs étaient plus âgées ou plus jeunes que vous? Mes 2 sœurs étaient plus âgées que moi. Je pense avoir été un peu un accident, puisqu'entre la cadette de mes sœurs et moi-même, il y avait un décalage d'environ 8 ans. Mais bon, ce n'était pas rare à cette époque. Est-ce que vous avez conservé, bien que je sais, vous êtes arrivé, je crois, en France en 1933, donc vous étiez très jeune. Oui, 33, 34, j'avais donc 3 ou 4 ans quand nous sommes arrivés en France. Est-ce que vous avez conservé quelques souvenirs de la Pologne? Un petit peu. Un petit peu. Quel type de souvenirs, quel type d'évocation, de réminiscence? Oh, quelques jeux dans mon environnement, un hiver, de la luge, des petits déplacements en voiture à cheval. Est-ce que vous vous souvenez du voyage justement j'imagine, qui a quand même marqué une profonde... Lorsque nous sommes venus en France, oui, je me souviens très bien du voyage qui a été assez long, qu'il est toujours d'ailleurs, parce que les communications par fer n'ont pas été tellement améliorées depuis. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé aux environs de 3 à 4 ans à Nancy. Là, votre père occupait quel type de profession? Alors, il faisait les marchés. Des marchands ambulants? Non, il faisait les marchés, oui. C'était pas vraiment ambulant. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il vendait? Du tissu. Et votre mère l'aidait? Enfin, votre mère travaillait avec lui? Oui, c'est ça. Et puis après mes sœurs, également. Mon frère, lui, était déjà tailleur. À Nancy? Oui, il avait appris déjà le métier en Pologne. Mais bon, mon frère était plus âgé de 12 ans, et mon aîné de 12 ans. Donc c'est quand même... si j'avais 4 ans, donc lui avait 22 ans. Et où habitiez-vous à Nancy?
Alors, nous avons habité, vous connaissez peut-être? Non, non, mais dans le centre, dans... Oui, dans le centre, près de la cathédrale, rue Notre-Dame, pour ne pas la citer, ce qui est tout à fait convenable par rapport à la cathédrale. Ça situe l'environnement. Et c'était face, si j'ai bonne mémoire, au presbytère. Alors, quelle était l'atmosphère un petit peu dans votre famille? Est-ce que c'était une famille déjà pratiquante pour laquelle la religion était centrale ou non? Peut-être pas vraiment centrale, enfin je n'ai jamais très bien su ce que c'était que le centralisme religieux au sein d'une famille. Bon, ils ne faisaient pas la prière 5 ou 10 fois par jour. Je crois qu'ils faisaient le Shabbat. Et puis, ils respectaient toutes les fêtes. C'était à peu près tout. Et dans ce cadre-là, je me suis trouvé assez rapidement au Cheder. À Nancy. À Nancy. C'est-à-dire, mais donc l'école juive, mais c'est-à-dire vous alliez exclusivement à l'école juive? Non, non, non. Le Cheder, ça se faisait le jeudi. Pour mes petits copains d'école, ben, j'ai d'abord été à la maternelle, à Nancy, et puis, bien entendu, au primaire. Et puis, bon, ben, le jeudi, après tout, pourquoi pas, au lieu d'aller au catéchisme, moi, j'allais au Cheder. C'était un peu dans la logique religieuse. Alors bon, ben, j'y ai appris le yiddish, à le lire, à l'écrire, et puis l'hébreu également. Et maintenant, j'ai tout oublié, bien entendu. Et quelle langue vous parliez à la maison? Alors, mes parents s'exprimaient essentiellement en yiddish. C'est pour ça que j'ai toujours su plus ou moins bien parler. Et ils s'exprimaient en polonais si je ne devais pas comprendre. Et vous, est-ce qu'ils parlaient bien le français, vos parents? Mes parents, non. Vous avez quand même, étant le plus jeune, étant arrivé si jeune en France par rapport même à vos frères et sœurs, vous étiez en quelque sorte le petit français de la famille. En quelque sorte, oui, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, la communale, le fait d'aller à l'école en France Ben, écoutez, je crois que pour autant que je me souvienne, je ne me posais pas trop de questions. Ça me semblait tout à fait naturel. À l'école, on parlait et on apprenait le français. Et à la maison, on s'exprimait en yiddish. Est-ce que vous vous souvenez, au cours de votre enfance, et je sais que là je remonte quand même très très loin, mais qu'on faisait particulièrement attention chez vous dans cette décennie qui a été très mouvementée quand même, avec l'avènement d'Hitler au pouvoir, avec peut-être un petit peu plus tard pour vous quand même les accords de Munich. Est-ce que finalement les échos du monde parvenaient jusque chez vous? Oui, bien entendu. Quoique, à cette époque, la radio n'était pas aussi vulgarisée qu'aujourd'hui. Avoir un poste radio à cette époque, c'était à peu près l'équivalent d'avoir un poste télé après la guerre, dans l'immédiat après la guerre. Donc, mais il y avait d'autres médias, il y avait quand même des gens qui possédaient la radio, on savait ce qui se passait. Quand on allait au cinéma, il y avait des actualités à l'époque. Donc, nous n'étions pas isolés du monde extérieur. Et est-ce que vous sentiez vos parents inquiets? Est-ce qu'il y avait comme ça une inquiétude? Ça, c'est quelque chose dont vous vous souvenez dans votre enfance? Oui, parfaitement, tout à fait. Tout à fait. Il y avait donc, après l'avènement d'Hitler, tout ce qui pouvait y avoir de politiquement agressif
contre le judaïsme en Allemagne. Je me souviens encore de la fameuse nuit de cristal. Et puis, j'entends encore certains discours qui dataient d'avant-guerre, qui étaient en direct, et on savait déjà ce que les Allemands faisaient aux Juifs. Mes parents eux-mêmes avaient reçu à la maison des Juifs allemands qui avaient fui le Troisième Reich, donc c'était donc dans les années 36 ou 37, et je crois que mes parents étaient parfaitement informés. Et bon, il y avait à Nancy une importante communauté juive, et je pense que tout le monde savait. Et j'ai ressenti moi-même une certaine angoisse par rapport à ces événements. Est-ce que vous vous souvenez de moments particuliers où vous les ressentiez ou d'occasions particulières ou... Non, je les ressentais. J'entends encore, il me semble encore entendre certains discours du Führer en direct des années 37 et 38 à la radio ou dans les actualités telles que les médias pouvaient nous les montrer ou le faire entendre. Et vous étiez un enfant comment? Déjà, j'imagine que vous étiez un petit peu le petit dernier, le petit choyé. Enfin... Oui, il y avait un petit peu de ça, quoique il fallait filer droit et sans concession. Et il fallait être bien élevé. Bon, je crois l'avoir toujours été. Il y a des choses qui vous plaisaient en particulier, je sais pas, à l'école. Quel caractère aviez-vous finalement comme enfant? J'avais un caractère peut-être pas assez doux, parce que au moment des récréations et puis le jeudi, c'était la grande guerre avec mes petits copains chrétiens. Donc il y avait des bandes, on se faisait la guerre soit au sein de l'école au moment de la récré ou en dehors de l'école. Il y avait des bandes, bon, mais il n'y avait pas rien de bien particulier ou de bien notable. J'avais autant de petits copains goy que de petits copains haïdes, sans différenciation, ce qui montre qu'en définitive, j'avais une assez bonne communication à l'époque, ou une assez bonne faculté, disons, d'adaptation, qui ne posait aucun problème, ni au sein de l'école, ni même en dehors de l'école. Alors, et vos sœurs, elles étaient comment? Elles travaillaient, elles étaient à l'école, elles étaient... Ben non, la plus jeune, donc, que si moi j'avais 4 ans, par exemple, On avait 12, c'est ça? Ah non, c'était plus que ça. Attendez voir, non, écoutez, je sais qu'elles n'ont pas fréquenté l'école publique parce que, bon, c'était jusqu'à 14 ans. C'était, à cette époque, c'était 13-14 ans, on pouvait aller travailler. Donc, 8 et 4, 12, 13, comme elles ne connaissaient pas le français, peut-être que finalement, en raison de cela, quand elles sont arrivées, du moins, elles n'ont pas été à l'école en France, mais elles se sont rattrapées après. Parce que comme j'avais quelques difficultés scolaires, ne connaissant pas une langue, et puis ou très mal, et puis devant assimiler des cours,
ça m'a rendu la vie assez difficile, hein, du moins au départ, sur le plan scolaire. Mais bon, ça s'est résorbé très vite. Et elles m'ont fait... on m'a fait suivre donc des cours de rattrapage le soir, et elles en ont profité elles-mêmes au point d'arriver à s'exprimer, à maîtriser non seulement la langue, mais également l'orthographe français, de sorte que mes sœurs ont fini par très bien s'exprimer en français et à l'écrire aussi. Et vous étiez une famille unie, vous voyiez des gens, vous aviez pas de famille, j'imagine, à Nancy. Si, un de mes oncles, c'était le frère à ma mère, était venu quelques années auparavant à Nancy, s'y était marié, et c'est comme ça qu'il a fait venir en quelque sorte ma famille. Et donc c'était une famille unie, enfin on se voyait souvent, c'était... Oui, c'était à peu près ça. C'était dans ce cadre-là. Quel souvenir gardez-vous de la déclaration de la guerre en 1939 ? Oui, pas un très bon souvenir, parce que j'étais très conscient. J'avais une dizaine d'années, mais j'étais quand même très conscient de la situation. Il faut dire qu'il y avait eu, avant la déclaration de guerre, les grandes grèves de 1936 aussi, et à Nancy, il y avait également de grands défilés. Nancy était non seulement une grande ville de garnison, mais c'était aussi un centre industriel. Il y avait la sidérurgie, il y avait les coqueries aux alentours, Pont-à-Mousson, pour ne pas la citer, et ainsi de suite. Donc c'était une ville à la fois bourgeoise et très ouvrière. Donc j'ai eu à connaître ces fameuses grandes grèves de 35-36. Et puis, à la déclaration de guerre, à la mobilisation, je m'en souviens très bien. Tout cela était précédé de grands affichages où l'on pouvait voir, où on disait « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Silence, les oreilles ennemies nous écoutent, enfin des choses comme ça. La notion de cinquième colonne était très développée aussi à l'époque. Bon, nous étions presque une ville frontière, 80 km, c'est pas grand-chose. Alors, comme c'était une ville de garnison, il y avait de plus en plus de soldats et puis d'aviateurs. Donc, ceci était tout à fait notoire dans un climat de guerre. Bien entendu. J'imagine que la drôle de guerre s'est passée dans une sorte d'attente, enfin, comment... Oui, alors, dès le début de la guerre, Nancy a été bombardée, à 80 km de la frontière, même avec les coucous de l'époque, on ne mettait pas longtemps pour faire 80 km avec un bombardier, genre Junker, qui devait quand même voler aux environs de 300 km/h, donc c'était vraiment pas un problème. Et dans le temps, la fréquence des bombardements a augmenté, ce qui fait que j'ai passé pas mal de mois, plus de temps, dans les sous-sols, dans les caves de l'école, plutôt que dans la classe. Et nous étions contraints de porter en permanence un masque à gaz. Alors, tous les écoliers
avaient leur cartable, et puis le masque à gaz en bandoulière, et celui qui venait sans, il retourna à la maison. Jusqu'au jour où, en mai 40, on a décidé d'évacuer la population civile. C'était vers le 20 mai, et je ne le savais pas, mais la fameuse offensive de Rommel avait déjà commencé le 10 dans le nord. Et donc, on a évacué Nancy. Alors, mes parents se sont dit, de toute façon, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas la guerre. Nous sommes les plus forts. Nous sommes à Nancy. Allons en direction diamétralement opposée. On va passer un mois ou deux en attendant la fin de la guerre. Et puis après, on reviendra. Alors, dans la direction diamétralement opposée, si vous jetez une carte, vous vous retrouvez en Bretagne. Oui, c'est un choix quand même, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Oui, bon. Plus que Paris, que beaucoup d'Alsaciens-Lorrains se sont retrouvés quand même à Clermont-Ferrand, dans le centre, en Auvergne. Mais la Bretagne... Il faut dire que mon oncle avait beaucoup aidé à ça, soit qu'il connaissait ou connaissait des gens qui étaient là-bas, qui disaient « Oh là là, Perros-Guirec, c'était un petit bled à l'époque, qui était à peine connu. Hein. » On dit « Là-bas, il n'y a personne. » Et puis on serait tranquille, et puis il y a la mer, il fait beau, il fait bon, ce sera une époquette. Alors nous sommes laissés évacuer, comme beaucoup de Nancéens, et nous voilà donc arrivés à Perros-Guirec, où mes parents ont élu domicile dans un charmant petit hôtel, qui à l'époque s'appelait l'hôtel du Granit Rose, qui était très connu. Et quand je lui ai raconté cette anecdote, Claude Veil a éclaté de rire. Il me dit, je l'ai bien connu aussi, cet hôtel-là. Mais bon, ceci mis à part, c'est que un mois et demi après, c'est Rommel qui a débarqué à Perros-Guirec. Parce qu'il a, après Dunkerque, il a longé la côte, Cherbourg, et puis il a poussé ses panzers à fond, pensait-il, jusqu'à Brest, etc., et coupé toute la presqu'île de Bretagne. Donc, toujours est-il, c'est qu'il s'est retrouvé à Perros-Guirec, et savez-vous où ? Je crois deviner, mais vous allez me le dire. Oui, je vais vous le dire. Il s'est retrouvé, Rommel, à l'hôtel du Granit Rose, également. Il en a réquisitionné la moitié pour y installer son état-major. Et c'est ainsi que j'ai été amené à connaître Rommel et puis son état-major. Puis moi, comme un gosse, j'allais jouer. Et il faut dire qu'il m'y avait attiré, parce que j'étais d'un blond doré, et je ressemblais véritablement à un bon à rien. Alors, quand il me voyait, oh, du bist schön. Mis à part vos parents, ils devaient être comme terrifiés de se retrouver dans le même hôtel que Rommel. Je n'aurais pas posé la question, enfin, ils ne m'ont rien manifesté, et je crois qu'ils ont agi intelligemment en laissant faire les choses, parce que s'ils avaient créé un interdit, ils l'auraient vu, ils l'auraient senti, et ils auraient pu peut-être davantage intéresser. Alors c'est ainsi que pendant plusieurs mois, nous avons vécu à côté de l'état-major de Rommel, et de temps en temps, on voyait arriver des brochettes de généraux bien bottés, bien chamarrés, avec les bandes rouges, etc. Et je pense que parmi ces généraux, il devait y en avoir d'autres qui étaient bien connus, mais j'ai reconnu formellement la tête de Rommel, qui, à l'occasion, jouait un petit peu avec moi, me donnait des bonbons, etc.
Et je ne vois pas pourquoi, dans l'environnement de Rommel, il n'y aurait pas eu des gens comme von Rundstedt, Guderian, j'en passe d'autres et des meilleurs, mais enfin je n'ai pas demandé leur identité, mais enfin c'était des brochettes, il y en avait 6 ou 7 à chaque fois. Donc ça, je m'en souviens parfaitement. Et alors, cette cohabitation un petit peu surréaliste, elle a duré combien de temps? Vous êtes resté combien de temps à Je ne peux Perros-Guirec? pas, à l'époque, bon, j'étais jeune, la notion du temps m'échappait, mais je pense qu'elle a dû durer entre 4 et 6 mois. Et vous n'alliez pas à l'école, vous êtes retourné Ah à si, l'école? si, j'allais... D'accord. Oui, oui, eh ben, bien sûr. Oui, parce que nous sommes arrivés à Perros-Guirec au mois de mai. Au mois de mai, j'ai pas traîné longtemps mes culottes courtes sur la plage. Hein. Tout de suite, on m'a envoyé à l'école primaire, et puis pour faire comme tout le monde, on m'a mis des sabots de bois. Et on vous a appris à parler le breton, bien entendu. Et oui, j'ai commencé à apprendre le breton. Non, c'est vrai? Oui. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, mais enfin, c'est des vilains mots que l'on m'assénait, que les petits copains d'école m'assénaient parce que je les comprenais pas. Et puis quand j'ai commencé à les comprendre, alors c'était les grosses bagarres. Alors ça a été peine-corps, pendu, peine-piscienne, ce qui veut dire tête de poisson, tête de con, tête de merde, enfin tout ce qu'on peut se dire quand on est gamin. Alors donc j'étais assez batailleur. Mais à Perros-Guirec, enfin, est-ce qu'il y avait d'autres personnes issues de l'Exode, en quelque sorte, comme il y en avait sur toutes les routes de France? Est-ce qu'en Bretagne, est-ce qu'il y avait d'autres où vous étiez les seuls et vous étiez un petit peu quand même étrange, quoi? Non, mais bon, vous savez, Perros-Guirec était à l'époque un bled assez excentré, hein. Donc ce n'était pas le Morvan, ce n'était pas le Massif central, ce n'était pas la vallée du Rhône, hein. Donc vous faisiez quand même figure un petit peu d'étranger quand même à Perros-Guirec. Oui, et comme tout étranger, je l'étais doublement. Les gens savaient que vous étiez juif? Je n'ai pas posé la question et je ne saurais pas vous donner de réponse. Enfin, mes petits copains, je ne sais pas. Mes professeurs, c'est fort plausible, hein. Et vous étiez là donc avec toute votre famille, avec votre... Parce que si nous étions appelés Le Guen ou Le Gall, il n'y avait pas de problème. On n'aurait pas été trop étrangers, mais Isilbermine, d'où ça peut bien sortir. Vous étiez avec toute votre famille, votre frère aîné notamment, à Perros? Oui, donc toute la famille était là. Donc mon frère, à l'époque j'avais une dizaine d'années, donc lui en avait 22. Et je n'ai jamais très bien compris le pourquoi et le comment. Oui, j'ai vu arriver les troupes de Rommel à Nancy, et puis s'installer. Hein. Et puis, après, mon frère a eu une altercation avec une patrouille allemande. Alors, il a peut-être été parmi un des premiers résistants à l'époque, ou une forme de résistance en tous les cas. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à mal tourner après. Parce que non seulement il a pris une bonne raclée par la patrouille, il a été incarcéré au poste de police de Perros-Guirec en attendant un jugement de la Wehrmacht, et ça a été une chance pour lui. Il est passé devant un tribunal militaire de la Wehrmacht et condamné à mort, et gracié et condamné à 5 ans de réclusion par la suite. Alors, il a fait quelque chose comme 2 ou 3 ans à la prison de Saint-Brieuc, ce qui a certainement sauvé la vie. Et puis,
après, ils l'ont transféré dans un fort en région parisienne. Je ne sais plus le nom. C'était pas Romainville. C'était un autre fort. Bon, enfin, toujours est-il, c'est qu'il a passé plus de 3 ans comme ça en prison en France. Et ensuite, il a été expédié en Allemagne, dans la prison de Landsberg. Alors, il fallait qu'il exécute une sentence d'un tribunal militaire. On a laissé suivre cette procédure-là, même s'ils se sont rendus compte après qu'il était juif. Mais bon, quand on était condamné en Allemagne, la loi, c'est la loi. Quand on a une sentence, elle est exécutoire telle qu'elle a été prononcée. Alors ça l'a sauvé. Donc il a passé pas mal de temps dans la prison de Landsberg, à côté de la prison, à côté de la cellule où a été incarcéré Hitler lui-même. Et puis après, envoyé dans un camp de travail. Où il m'a expliqué, je crois qu'il était dans une tourbière. Bon, enfin, il a fini la guerre comme ça, au lieu de la finir à Auschwitz, ce qui est quand même pas mal. Et je pense que ça a été salutaire pour lui. Alors, à partir donc de cet événement, à Perros-Guirec, ils se sont rendus compte que nous étions juifs et polonais de surcroît. Vous étiez polonais aussi. Oui. Ben, c'est-à-dire que mes parents ont été naturalisés français avant la guerre. Et à cette époque, c'était pas si simple. Donc, nous étions polonais si on veut, mais naturalisés français. Et donc, cette situation a dû être révélée à l'état-major de Rommel, à tel point qu'on nous a fait comprendre qu'on réquisitionnait les chambres que nous occupions et que nous devions aller ailleurs. Alors nous avons trouvé donc un autre domicile à Perros-Guirec après l'arrestation de mon frère. Et c'est à la suite de quoi ça s'est passé en juin, juillet, août, donc pendant l'été 40. Et puis, donc, en septembre, nous occupions une petite villa à Perros-Guirec. Moi, je continue à aller à l'école. Les lois de Vichy ont commencé à se mettre en place. Et étant connu à cause de cet événement-là, au lieu de nous sauver quelque part, nous avons été obligés de pointer à la commandanture de Perros-Guirec, qui, au bout de quelques mois, nous a fait savoir que nous devions quitter la zone qui était proche de la mer, de 100 ou 250 km plus. Qui était zone interdite, c'est ça? Enfin, oui, c'est devenu zone interdite. Bon, à l'époque, je ne le savais pas, mais je pense qu'ils projetaient déjà de la construction du mur de l'Atlantique. Et dans cette perspective-là, donc, il y avait donc toute une zone militaire qui devait se développer, et nous ne pouvions pas être dans cette zone. Et mon frère, à l'époque, était à la prison de Saint-Brieuc, donc on n'a pas voulu de nous à Saint-Brieuc. Ils ont demandé Rennes, qui était quand même assez éloigné des côtes. On n'a pas voulu non plus de nous à Rennes. Alors, en grignotant un petit peu, il ne restait plus que Vitré, qui était assez proche à la fois de Rennes et puis de Saint-Brieuc. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ils ont accepté Vitré. Alors, c'est comme ça que nous avons débarqué à Vitré. Donc l'air de la mer vous était interdit. Est-ce que vous vous souvenez
vous, justement, de cette atmosphère-là, d'interdiction, de début de stigmatisation. Oui. Est-ce que vous étiez donc avec vos sœurs et vos parents? Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous souvenez de Ah bien, déménagement cela devenait contraignant. D'abord parce que ponctuellement, il fallait d'abord se déclarer à la police française, ensuite à la commandanture, et puis je pense qu'il devait y avoir d'autres restrictions, celle de probablement de voyager, de posséder un poste radio, et que sais-je encore, des choses que je ne peux pas vous dire exactement dans le détail à l'époque. Et bon, c'est comme ça, donc finalement, nous sommes arrivés à Vitré et que je me suis retrouvé à l'école de Vitré. Donc, nouvelle école. Vous vous souvenez de l'arrivée à l'école de Vitré? Oui, bien entendu. J'étais déjà un petit peu plus vieux, si j'ose dire. Parce que quand je suis arrivé à Perros-Guirec, j'avais 10 ans. Donc, nous avons peut-être quitté Perros-Guirec un an après. J'avais 11 ans et demi peut-être. Si on se souvient à cet âge-là. Bon, ma vie, mon existence, notre existence a été relativement paisible à Vitré, sans problème sous l'occupation. Vos parents vivaient de quoi? Ils avaient des économies? Enfin, comment... Je ne sais pas comment ils faisaient. Les juges n'avaient pas le droit de travailler. Je crois, une de mes sœurs a dû se placer quand même comme femme de ménage chez un médecin de Vitré. Mon père devait faire quelques petits boulots et puis comme réfugié, peut-être que mes parents devaient peut-être avoir une aide aussi en tant que réfugiés. Donc, il fallait faire avec les rigueurs du temps, il fallait composer avec. Moi je sais que je n'ai manqué de rien. Mes parents, mes sœurs, je ne saurais quoi dire. J'ai eu une scolarité à peu près normale jusqu'au moment où j'ai été contraint de porter l'étoile jaune à l'école. Donc en 1942 ? Oui, c'est ça. C'est ça, alors là, ça a été dramatique. J'ai ressenti ça comme une profonde humiliation. Et j'ai refusé d'aller à l'école avec l'étoile jaune. Aux grandes dames de mes parents et de mes sœurs, qui ont dû aller à l'école expliquer la situation. Et ce sont les situations, vous savez, qui révèlent les hommes, qui révèlent les choses. Et le directeur de l'école a dit non, il n'est pas question qu'il reste à la maison, même avec l'étoile. Il doit venir à l'école et je m'occuperai du reste. Alors, c'est en larmes qu'on m'a tiré à l'école. Et là, le directeur, il m'a reçu, il m'a pris par les épaules, affectueusement. Il m'a dit, ici, tu ne crains rien, et personne ne te dira rien. Il m'a traîné en larmes dans toutes les classes, en disant que quiconque me manifesterait une forme
d'antisémitisme, une forme d'exclusion, il aurait affaire directement au directeur de cette école. Et les choses se sont très bien passées, sachant tout de même que parmi les écoliers, il y avait des parents qui étaient plus ou moins collabos. En dépit de cet événement, c'est-à-dire du port de l'étoile jaune, je n'ai pas eu le moindre problème d'ordre psychologique avec mes petits copains, ni avec mes professeurs qui se comportaient absolument comme si de rien n'était. Et je peux dire que jusqu'à mon arrestation, ils ont été très bien. Ils ont peut-être même été admirables. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en août 1943, vous avez été arrêté. Alors, oui, comme mes parents étaient obligés donc de pointer à la commandanture, un jour, il y a un civil allemand, probablement un gestapiste en civil, et qui est venu nous voir pour... je l'ai vu remplir un imprimé, enfin des imprimés, et simplement voir ce qu'il en était. Donc je n'ai pas toujours assisté à ce genre d'interrogation. Bon, il est venu peut-être 2 ou 3 fois dans le temps. Et puis un beau matin, ce brave homme, je l'ai retrouvé en uniforme un beau matin, venir nous arrêter avec des gens qui avaient le brassard de la SD, Sicherheitsdienst. Et c'est comme ça que le 17 août 1943, nous avons été arrêtés et emmenés dans la prison départementale de Rennes, à Jacques-Cartier, où nous avons fait un séjour. J'ai partagé donc une cellule avec mon père, et puis ma mère et mes sœurs sont allées dans le secteur des femmes. Enfin là, je ne sais pas trop. J'aurais pu m'évader si je l'avais voulu. Et je ne l'ai pas fait. Alors qu'une situation idéale s'était présentée, parce que je pensais pouvoir être utile à mes parents. Je pensais à ma mère qui n'était pas dans un très bon état physique. Et puis à mes sœurs, j'ai dit non, je peux pas les abandonner, les laisser à leur sort, alors que j'aurais pu le faire assez facilement, puisqu'en demandant d'aller aux toilettes, au bout des toilettes, il y avait une fenêtre qui était entrouverte et qui donnait sur une cour, dans une rue qui était parallèle. Je n'aurais eu qu'à enjamber en définitive pour m'enfuir, et je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'ai bien fait? Je pense que non, puisqu'il s'est avéré par la suite que je n'ai rien pu faire, je n'aurais rien pu faire. Mais bon, c'est le destin, ça. Il y a des choses qu'on choisit de faire alors que l'on pourrait faire autrement. C'était votre premier contact, cette prison de Rennes, avec le monde hors la loi, en quelque sorte, le monde des prisons qui allait amener celui des camps. Est-ce que vous vous souvenez, vous étiez en vacances en août, mais est-ce que vous vous souvenez de ce passage-là? Oui, parfaitement.
Parfaitement. On nous a d'abord emmenés au mitard, c'est-à-dire dans les sous-sols. C'était un véritable système de cage à lions, sans lumière. Nous sommes restés une journée, probablement le temps de trouver une cellule. Et à la suite de quoi on nous a mis on m'a mis avec mon père dans une cellule. Et au bout de... Et le lendemain, bon, quand on est en prison, je crois que 2 fois par jour, on va à la promenade. Et lorsqu'on va à la promenade, donc notre cellule était au 1er ou au 2e étage, je ne sais plus. Donc en allant à la promenade, on croise ceux qui en reviennent. Et là, j'ai assisté à des scènes tout à fait incroyables. J'étais le seul prisonnier en culotte courte. Et en croisant donc mes codétenus, là j'ai vu que j'avais fait un effet absolument ahurissant. Ça se voyait, tous les prisonniers étaient révulsés, indignés, à tel point que les jours suivants, ceux qui recevaient des colis, de temps en temps me donnaient soit un morceau de pain, soit un peu de saucisson, ou un peu de pâté, enfin un peu de nourriture. Et en plus, j'ai appris à communiquer de cellule en cellule. C'est ainsi que j'étais intrigué dès le début par des petits coups que l'on frappait contre le mur, voire même contre le calorifère. Je n'avais jamais été en prison avant, bien entendu, je ne comprenais pas. Et puis, au travers du calorifère, j'ai cru entendre des voix. Et c'était un pilote américain qui avait été abattu, qui cherchait qui m'avait croisé parce que nous n'étions pas avec les droits communs, mais avec des gens qui avaient été arrêtés par l'occupant pour des raisons que je ne connais pas. Et donc qui lui m'a appris comment communiquer et comment parler. Et au travers du calorifère, j'ai même pu toucher sa main. C'était un pilote donc de bombardier. Et tout ce que je me souviens de lui, c'est qu'il s'appelait William. Et bon, ça aide à passer le temps, comme nous communiquions donc dans l'intervalle de cette façon-là. Je crois même qu'il m'avait fait passer peut-être un petit peu de nourriture aussi, comme ça. Donc j'ai un souvenir tout à fait précis de cette incarcération, jusqu'au moment où on nous a envoyés sur Drancy. Dans ces jours de cellule à Rennes, comment était votre père avec vous? Qu'est-ce qu'il vous disait? Rien. Je pense qu'il n'y avait rien à dire. Et s'agiter ne servait à rien. Et personne ne disait rien. On m'avait quand même passé quelques bouquins pour tuer le temps. Et il était même arrivé qu'un ou 2 soldats de la Wehrmacht ouvrent la cellule et puis viennent parler un peu avec mon père et de temps en temps lui offrir une cigarette. Et je pense qu'il devait venir peut-être par pitié pour moi. Est-ce que vous aviez peur à ce moment-là, à Rennes? Non. Vous disiez quoi? Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir de ce que... Il fallait faire le bouchon. C'est quoi faire le bouchon? Opposer la force d'inertie, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait rien dire.
donc se tenir tranquille et puis subir simplement les événements qui, au demeurant, étaient encore à ce moment-là supportables. Une incarcération, bien sûr, ce n'est jamais facile, mais bon... Vous aviez donc 14 ans. 14 ans ou 13 ans? J'avais 14 ans à ce moment-là. Donc, vous avez été transféré à Drancy avec, j'imagine, avec votre mère et vos sœurs. Là, vous avez été Oui, réunis. c'est là que donc à la sortie dans l'enceinte de la prison, avant de nous faire sortir, on nous a menottés. J'ai été menotté avec mon père. Et on nous a fait monter dans une sorte de minibus avec d'autres personnes qui devaient être incarcérées ailleurs. Donc, de Rennes, nous sommes arrivés jusqu'à Paris, dans un wagon normal et encadré par des soldats de la Wehrmacht. Et là, donc, c'était un minibus qui nous attendait à l'arrivée. Et d'après ce que j'ai reconnu après, j'ai reconnu la fameuse statue de Jeanne d'Arc vers la rue de Rivoli. Donc c'est après que j'ai su que le siège de la Gestapo se trouvait dans les parages, à l'hôtel Meurice ou aux alentours. Donc il y a eu un arrêt qui a été fait à ce moment-là. Et puis après nous sommes allés devant une prison. On a fait sortir donc les autres personnes qui étaient des hommes qui étaient adultes. Il me semble vaguement que ça devait être la santé. Et ensuite, nous avons été emmenés à Drancy. Alors là, à Drancy, vous allez passer près de 3 semaines, me semble-t-il, c'est ça? 3 semaines, un mois, oui. 17 août, 15 septembre, 7 octobre, oui, c'est ça, environ 3 semaines. Le temps de former un train, un transport, mais je ne le savais pas. Bien entendu, à ce moment-là, donc nous sommes restés à Drancy pendant tout ce temps jusqu'au moment où... Quel souvenir gardez-vous de Drancy? C'était comment? Il y avait beaucoup de monde? Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens qui partaient avec des autobus de la RATP. Et ils allaient, comme on disait à l'époque, à Pichipoy. Pichipoy, c'était une destination, bien entendu, virtuelle, dont on ne savait pas où c'était, mais dont personne ne revenait, bien entendu. Et oui, donc après ce départ, des déchambrées étaient libérées et elles étaient occupées par de nouveaux arrivants. Très rapidement, on m'a demandé d'être le planton du commandant de Drancy, enfin le commandant interné de Drancy, et qui n'était autre que le colonel Blum, qui était un militaire de carrière d'ailleurs, et qui a été lui-même à l'origine du creusement du tunnel.
qui devait permettre une évasion. Ça voulait dire quoi être le planton, le planton du Eh commandant? bien, lorsqu'il fallait aller chercher quelqu'un, il n'y avait pas de téléphone, bien entendu. Il fallait aller chercher quelqu'un parce qu'il devait voir une personne, ou il fallait apporter un courrier, ou communiquer des notes, ou faire quelques affichages. Donc c'est moi qui en étais chargé. Donc vous parcouriez, vous aviez l'occasion de parcourir tout le camp, de bien connaître le camp dans tous ses recoins. Oui, c'est ça. Je pouvais donc me déplacer. Oh, tout le monde pouvait se déplacer à l'intérieur du camp. Ce n'était pas un problème, mais bon, moi j'avais accès aux différents bureaux. Et j'avais été un petit peu intrigué parce que on me disait de temps en temps d'aller dans tel bureau, de voir une personne ou deux, et puis de donner un chiffre que je ne comprenais pas. Mais c'est après c'est après la libération que j'ai compris ce chiffre. Tout ça pour indiquer le nombre de centimètres ou de mètres qui avait été creusé en toute discrétion. Alors c'était un travail lent parce qu'il fallait creuser. Et la terre qui était récupérée, on les mettait dans les poches ou dans des petits sacs de manière à ce que ça passe inaperçu. Ce qui fait qu'au bout d'une journée, ça ne faisait pas des kilomètres, mais ça pouvait se traduire en centimètres ou en mètres en termes de progression de creusement. Mais vous étiez au courant à l'époque de ce tunnel, non? Absolument pas. Absolument pas. Jusqu'au moment où on nous a fait savoir qu'on devait partir avec le prochain transport. Est-ce qu'à Drancy, vous avez lié connaissance avec des gens justement qui ont été dans votre transport, qui ont ultérieurement été avec vous au camp? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui sont devenus des camarades? Enfin, je ne sais pas comment. J'ai rencontré un homme hors du commun, tout à fait hors du commun, qui était le professeur Robert Weitz. Vous connaissez? J'en ai entendu parler. Je sais qu'il va avoir dans votre parcours une importance fondamentale. Donc c'est à Drancy que vous l'avez rencontré. Oui. Il était venu à plusieurs reprises donc au bureau du colonel Blum pour un certain nombre de renseignements. Donc moi, comme j'étais la courroie de transmission, et puis il m'avait pris en amitié, il m'avait même pris en affection. Il m'appelait mon grand. C'était son grand mot, si j'ose dire. Affectueux. Alors, je ne le connaissais pas. Je savais que il avait la réputation d'être un très grand médecin, un homme de très grande notoriété, ce qui s'est avéré d'ailleurs par la suite. Et c'est ainsi que j'ai retrouvé le professeur Robert Weitz au camp de la Bouna, à Auschwitz III. Alors lui a eu beaucoup de chance parce que déjà avant la guerre, il jouissait d'une grande notoriété en tant que médecin, y compris outre-Rhin. Et ce qui lui a permis, ce qui l'a sauvé aussi, d'aller directement au KB. Le KB, c'est le sigle de Krankenbau, c'est-à-dire ce qui servait d'hôpital ou d'infirmerie. Si j'ose dire, ce qui dans la réalité était un abominable mouroir. Primo Levi en a parlé, puisque Primo Levi était également à la Bouna. Vous avez donc fait la connaissance de Robert Weitz. Est-ce que vous avez rencontré des gens de votre âge, des gens... Oui, il s'est avéré donc à mon arrivée que j'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune du camp. À Auschwitz. À Bouna. À la Bouna. Mais si on reste encore
un tout petit peu à Drancy. Comment est-ce que vous avez appris, par exemple, que vous alliez être du prochain transport? Comment ça se passait? Parce que, bon, on savait qu'on restait environ un mois à Drancy, et puis, en principe, si tout allait bien, si entre guillemets, il y avait un transport, et on partait pour Pichipoy. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de la manière dont vous avez été emmené en autobus? Est-ce que vous avez traversé des villes? Oui. Est-ce que vous avez... Oui, parfaitement. Parfaitement. D'abord, le camp de Drancy, c'était un certain nombre de tours à l'époque, avec des habitations en béton qui devaient servir à la gendarmerie. Et alentour, c'était encore des champs. Alors, il n'y avait que des gendarmes français qui verrouillaient tous les accès du camp de Drancy. Il n'y avait pas d'Allemands. Il y avait Brunner qui venait de temps en temps. Il y avait Brunner et puis un autre... comment s'appelait-il? Je me souviens plus. Enfin, il était bien connu également pour avoir été l'arrière-commandant de SS de Drancy. Donc, quand on voyait arriver Brunner, c'était la terreur, ça sentait pas bon. Les gens prenaient leur distance. En ce moment-là. Donc vous avez su que vous étiez du prochain transport, oui, au bout d'un certain temps, donc nous avons été informés qu'on nous a fait changer de chambrée. Nous étions dans un endroit où on ne devait plus tellement pouvoir circuler. Et on nous a fait remplir un certain nombre de formalités, c'est-à-dire que contre reçu, il fallait remettre, j'ai beaucoup aimé ça, contre reçu, tout ce que nous avions de précieux, c'est-à-dire argent liquide, bijoux, et que sais-je encore. Et je crois que au bout de 8-10 jours de séjour à Drancy, les gens commençaient à connaître ce que ça voulait dire Pichipoy. Vous pensez qu'il se le représentait? Enfin, vous le saviez? Non, on ne savait pas. Mais on savait qu'on n'en venait pas. Personne n'a jamais eu d'information. Il y a eu, je ne sais pas, 70 ou 80 transports qui sont partis de Drancy. Il n'y a jamais eu de feedback, en quelque sorte. Personne n'a jamais donné des nouvelles, ce qui est tout de même un peu inquiétant. Alors, donc, et puis, je crois que l'intuition, hein, ça doit marcher aussi. Ça doit fonctionner dans ces situations-là. Et on devait sentir que ce n'était pas très bon. Alors, c'est comme ça que j'ai vu que dans l'espace qui servait de toilette, c'était jonché de billets de banque, et souvent de gros billets de banque qui servaient aux toilettes, plutôt que de les remettre contre reçu. Et quand on voit ça, ce n'est pas très bon non plus. C'est le cas de dire ça ne sentait pas bon. Jusqu'au jour où on nous a rassemblés un beau matin dans un espace du camp de Drancy, où par la suite sont arrivés les autobus de la RATP, accompagnés de leurs gendarmes, et on nous a fait monter
à 50-60 dans cet autobus-là. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés sur une gare de marchandises pour entrer dans des wagons plombés. Vous étiez avec votre famille? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ces moments? Vous êtes rentrés dans le wagon? Comment s'est passé le voyage? Ou est-ce que vous êtes assis tous ensemble? Est-ce que... Non, nous n'avons pas été tous ensemble. Alors, du fait même que intuitivement on sentait que ce n'était pas bon, que le voyage serait même certainement pénible, comme je travaillais donc dans l'administration, enfin, pour la durée du monde qui m'était impartie. Donc je connaissais un petit peu tout le monde. Alors il y avait des médecins, il y avait des gens qui étaient chargés d'organiser, de gérer. Et j'avais demandé, mais dans le train, est-ce qu'il y a un wagon sanitaire ? Alors, j'ai reçu une réponse assez vague, mais on m'a dit oui, pourquoi ? Parce que j'ai expliqué que ma mère n'était pas en très bonne santé, que ce serait peut-être difficile pour elle de voyager dans un wagon à bestiaux, dans une très grande promiscuité. J'avais demandé si c'était possible de la mettre dans un wagon sanitaire. Je ne savais pas ce que je faisais à ce moment-là. Mais vous savez, comme on dit, l'enfer est parfois pavé des meilleures intentions. Et dans l'affirmative, j'étais content que ma mère soit voyage dans un wagon sanitaire. C'est après que j'ai compris qu'est-ce que pouvait bien être un wagon sanitaire dans de telles circonstances. Mais je n'ai jamais eu de réponse et de toute façon ça n'aurait rien changé. C'est évident. Donc j'ai voyagé avec mon père et puis mes deux sœurs. Nous sommes retrouvés, je crois, 60 ou 65 personnes avec bagages dans un wagon plombé. Il y avait des personnes très âgées, il y avait des femmes enceintes, il y avait des grands malades, bon bref. Lorsque on a cédé tout l'espace qui pouvait être occupé, soit assis ou allongé, il n'y avait plus guère de place pour les autres personnes adultes et il a fallu voyager debout pendant 3 jours et 3 nuits dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement pénibles. En particulier, on nous a remis un casse-croûte avant de monter dans le train, un petit sac avec donc de quoi manger, et à chaque extrémité du wagon, il y avait un seau hygiénique qui était rempli d'eau potable. Il va de soi que l'eau potable a été rapidement consommée et que par la suite les besoins naturels ont fait déborder largement tous les seaux hygiéniques, les 2 seaux hygiéniques, à tel point que il y avait des gens admirables qui se sont proposés de vidanger ça avec des boîtes de sardines, parce que comme les fenêtres, les petites fenêtres qui avaient à chaque extrémité qui étaient ouvertes, mais grillagées avec des barbelés, ne permettaient pas de passer un ustensile de grande contenance. Et s'ils n'avaient pas fait, eh bien, c'est dans tout le wagon que les excréments et l'urine
pourrait inonder, bien entendu, tout le wagon. Ce qui aurait été encore bien pire. Alors, imaginez des gens qui, pour la première fois, étaient obligés de satisfaire leurs besoins naturels pratiquement devant tout le monde. C'est extrêmement pénible, extrêmement humiliant, mais en plus, c'était horrible au niveau des odeurs. Et c'est ainsi que nous avons voyagé 3 jours jusqu'à Auschwitz. Est-ce que vous aviez conscience du trajet que vous empruntiez? Est-ce que vous saviez que vous alliez plus à l'est? Vous avez traversé l'Allemagne? Est-ce que vous avez vu... On ne nous avait bien entendu rien dit, mais bon, j'avais 14 ans, c'était l'âge où on passait le certificat d'études, qui était quand même à l'époque un diplôme qui avait une certaine valeur. Et donc j'étais donc du niveau du certificat d'études. Et je connaissais un peu la géographie tout de même, donc j'avais remarqué que de Paris, on traversait l'est de la France, qu'on traversait l'Allemagne, et je ne savais pas où on allait. Et puis, j'avais remarqué de plus en plus que la végétation changeait, qu'elle était de moins en moins luxuriante, par rapport à ce qu'elle était en Bretagne ou même encore en France. Et j'avais surtout remarqué que de plus en plus, je voyais des bois ou des forêts qui étaient peuplées de sapins. Et ça rappelle l'Est. Donc je savais qu'on allait vers l'Est. Mais je ne savais pas encore exactement où. À quel moment du jour ou de la nuit êtes-vous arrivé à Auschwitz? Oh, nous sommes arrivés, je pense, à Birkenau, ou un peu avant l'aube, puisqu'il faisait encore nuit. Mais bon, c'était difficile à dire parce que bien souvent, le train allait dans des gares de triage. Il entrait, il ressortait plusieurs fois, etc. Donc c'était difficile de s'y retrouver. Hein? Jusqu'au moment où, je me souviens, j'ai eu l'impression qu'on entrait dans une sorte de portail d'usine qui était faite de briques rouges. Et on y entendait une cloche sonner pendant que le train y passait. Et c'est comme ça probablement que nous avons passé le portail de Birkenau pour probablement arriver sur la rampe. Mais bon, à ce moment-là, nous n'avions aucune notion d'où nous étions. Alors, lorsque le train s'est immobilisé, très rapidement, on a frappé violemment contre les parois du wagon et on a entendu des hurlements après dire « Schnell, los, raus !» jusqu'au moment où on a déplombé les wagons. Et puis on nous a prié de sortir et de déposer les bagages, bien entendu, devant les wagons, en nous expliquant que nous allons les récupérer ultérieurement. Et c'est comme ça qu'a commencé la fameuse sélection sur les rampes.
sélection qui est devenue bien classique aujourd'hui. Et vous, quel souvenir en gardez-vous? Vous étiez donc encore avec vos 2 sœurs et votre père, vous êtes descendu. Alors, bien entendu, nous, comme tout le monde, nous sommes descendus. Nous y avons laissé les bagages, il ne nous fallait absolument rien dans les mains, sans quoi nous recevions des coups. Et on nous a éloignés ensuite des bagages avec interdiction d'y revenir pour reprendre quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là qu'on a demandé que les femmes se mettent d'un côté et les hommes d'un autre côté. Et nous ne le savions pas à ce moment-là, mais c'est déjà la sélection qui commençait pour aller soit dans le camp, soit à la chambre à gaz. Tout ça se passait très vite? Ça se passait assez vite. Relativement dans le calme, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, sans quoi c'était les hurlements. Et on pouvait être frappé. Certains l'ont été, ne serait-ce que pour l'exemple, pour faire comprendre que quand on disait quelque chose, il fallait s'exécuter. Est-ce qu'il y avait des détenus autour de vous qui s'occupaient des bagages, qui vous ont parlé, à qui vous avez posé des questions? Oui, mais pas tout de suite. Les faits étaient assez singuliers quand, du moins pour moi, lorsque je suis descendu des wagons, je dis tiens, c'est curieux, on dirait il y a beaucoup de baraquements. J'ai pensé que c'était des baraquements d'usine, puis là où on mettait les gens, et autour il y avait des barbelés avec une ceinture de lumière. Il y avait d'énormes ceintures de lumière, et je me dis bon, mais ça doit être un camp de travail, sans plus. Et c'était tellement vaste qu'on avait l'impression de se sentir à l'extérieur de ces barbelés. On n'avait pas du tout conscience qu'on se trouvait dans le cœur même du camp, le long de la voie de chemin de fer. Et à un moment donné, je me dis, tiens, peut-être qu'en courant vite, j'arriverai peut-être à me sauver. Et bon, j'ai bien fait de ne pas bouger, parce que bien entendu, je n'aurais pas pu aller bien loin. Et lorsqu'on a commencé à séparer les hommes des femmes, c'est après que de ces zones qui étaient assez éloignées, c'est-à-dire quelques centaines de mètres, on a vu arriver en colonne des gens qui étaient habillés de pyjamas rayés, qui étaient des bagnards. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? D'où ils viennent? Alors, ils sont venus vers nous, et puis ils nous ont croisés, mais ils restaient parfaitement imperturbables. Et ils commençaient à s'occuper des bagages, à les mettre sur des chariots. Alors, certains d'entre nous les ont interpellés, ils ne répondaient pas, puisqu'ils avaient ordre de ne pas répondre. Alors certains allaient même jusqu'à les interpeller, mais qu'est-ce que c'est? Parce que comme ils avaient un numéro, et puis en plus ils avaient une étoile avec un triangle rouge et jaune, on voyait bien donc qu'ils avaient le symbole de l'étoile de David. Alors certains les ont interpellés en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces juifs? Mais qu'est-ce que c'est que ces juifs? Dites quelque chose. Alors, ils nous regardaient, mais ils ne répondaient pas. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est la
sélection elle-même qui s'est déroulée. Vous étiez en culotte, pardon, vous étiez en culotte courte? Vous étiez habillé comment? Non, à Drancy, on m'avait donné un pantalon, de sorte que par-dessus mon pantalon, comme il était assez grand, par-dessus ma culotte, j'avais mis mon pantalon. Et puis, je ne sais pas, intuitivement, j'avais pensé qu'il fallait avoir les mains libres. Et j'ai eu raison. Alors, je me suis habillé au maximum. J'étais plutôt assez grand pour mon âge, assez bien développé. Et comme j'avais une veste, j'avais un pull ou deux, un par-dessus. Bon, j'avais peut-être l'air d'un bon petit costaud, même si je paraissais jeune. Et puis j'étais donc en pantalon. Et après la sélection des femmes, j'étais avec mon père. Et là, un SS a demandé l'âge de mon père et lui a indiqué d'aller à gauche et mon âge, donc j'ai dit 14 ans. Il m'a regardé, il m'a dit bah, tu vas à droite. Je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est ainsi que, au bout d'une heure peut-être environ, je me suis retrouvé avec un groupe d'hommes qui étaient pour la plupart d'aspect jeune et que j'ai vu partir tout le monde avec une rotation de camions qui allaient, revenaient, reprenaient les gens et ainsi de suite. Et ces mêmes camions, au final, sont revenus, on nous y a fait monter. Et c'est comme ça que, par des petites routes, nous sommes allés de l'autre côté de la ville d'Auschwitz pour aller à Auschwitz III, qui se trouvait diamétralement opposé par rapport... Donc vous n'avez pas vu en fait votre mère sortir du train, c'est ça, elle a dû rester dans le train? Non, elle est donc restée dans ce soi-disant wagon sanitaire. Alors on peut se demander ce que pouvait bien être un wagon sanitaire à destination d'Auschwitz. Vos sœurs sont parties de leur côté avec les femmes? Donc elles ont été séparées pour aller avec les autres femmes. Et vous avez donc vous avez vu votre père de l'autre côté de... C'est ça. Donc je pensais que d'une façon ou d'une autre nous allions nous rejoindre, mais finalement je me suis retrouvé au camp de Buna-Monowitz, où à peu près 2 heures après, 2-3 heures après, on nous a dit, bien à l'heure qu'il est, non seulement vos parents, vos sœurs sont morts, mais ils sont déjà partis en fumée. Alors, vous imaginez un petit peu la réaction. Dites-la moi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez réalisé Non, on ne réalisait pas. Nous sommes arrivés au camp de Buna-Monowitz, donc on nous a emmenés devant des baraquements où on nous a demandé de nous déshabiller pour prendre une douche, de bien faire un paquet, de bien lier nos chaussures avec les lacets pour que ça ne se perde pas, qu'on retrouverait nos affaires après, bien entendu, comme toujours. Et nous sommes donc, après, nous sommes partis le 7 octobre de Drancy, nous sommes arrivés le 10 octobre, à peu près à la même heure. Et au mois d'octobre, en Pologne, il faisait déjà froid. Il faut dire que pendant la guerre, ce n'est plus comme maintenant, les climats pendant la dernière guerre ont été particulièrement rigoureux. Et au mois d'octobre, il faisait froid déjà. Alors, on nous a laissé à peu près une demi-heure
nus devant nos vêtements avant de nous faire entrer par petits paquets dans les baraquements. Et dans les baraquements, effectivement, il y avait une installation de douche, mais avant, c'était la tonte à laquelle il fallait passer. Et donc, tous les hommes étaient tondus, à commencer par les cheveux, jusque dans la poitrine, les parties génitales, etc., étaient tondues, y compris même les jambes. On nous a badigeonné avec un produit qui était plutôt assez agressif et qui nous brûlait la peau. Ensuite, on nous a fait passer sous la douche, c'est-à-dire que ça a été un coup de jet glacé, un coup de jet bouillant. On nous a jetés dehors en nous donnant un petit pactage. Alors dans le pactage, on s'est retrouvé avec un pyjama rayé et une paire de galoches en bois. Elles étaient à votre taille, les chaussures? Non, absolument pas. Donc, c'était assez grotesque. Un petit avait des grands vêtements, un grand avait des petits. Il a fallu que nous nous réajustions entre nous. Et encore, c'était pas facile parce que nous avions encore une apparence humaine et nous étions encore en chair. Mais ça n'a pas duré. Et à la suite de quoi, quand tout le monde était à peu près vêtu, on nous a mis dans une tente en quarantaine, c'est-à-dire le temps de nous immatriculer, de nous tatouer, de constituer un fichier, et puis ensuite de nous tatouer. Quel est votre numéro de tatouage? Alors, 157 279. Alors, je suis le dernier de mon transport, le plus jeune et le dernier. C'était important, les tatouages dans le camp, pour reconnaître... C'était la seule identification possible. Et entre détenus, est-ce que ça donnait des indications? J'imagine que après les 157 000 que vous étiez, qui identifiaient probablement ce qu'on voit. Oui, c'était par série de convois qui arrivaient. Si on prenait 250 ou 300 hommes, ça faisait une série. Notre convoi, c'était en partie à cheval entre les 156 000 et les 157 000. Et moi, je suis rigoureusement le dernier des 157 000, le numéro qui vient après, faisait partie d'un autre transport qui venait de je ne sais où. Est-ce que c'était une manière entre détenus de se reconnaître? On se disait, voilà, celui-là, il est depuis longtemps ici, ou celui-ci vient d'arriver, ou... Par la suite, cela s'est avéré, mais le but, n'était pas ça. Bien entendu. Le but, c'était d'abord le fichier qui indiquait le nom, l'âge, la profession, quand il y en avait une, bien sûr. Est-ce que vous avez déclaré, vous, une profession particulière? Je n'avais aucune profession puisque j'étais écolier. Donc l'origine du transport, soit hollandais, soit français, soit belge, que sais-je encore,
Et le numéro donc de chacune des fiches nous était tatoué. Est-ce que vous compreniez l'allemand? Est-ce que, par exemple, il a fallu apprendre, j'imagine, à dire votre numéro en allemand? Ben, je connaissais le yiddish, bien entendu, mais l'allemand s'exprime d'une façon assez différente. Et bien entendu, il a fallu un apprentissage assez douloureux, assez pénible, parce que je n'ai pas compris mon numéro tout de suite lorsqu'on m'appelait, mais lorsque j'étais trouvé, ben je recevais une bonne dérouillée, parce que je n'avais pas répondu à ce numéro-là, et là vous apprenez très vite. Vous vous en souvenez encore en allemand de votre numéro? Oui, bien sûr. Ça ne s'oublie pas. Alors après ce moment de quarantaine, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après le tatouage, il y a eu l'attribution, une sorte de dispatching, si vous voulez, des effectifs. Peut-être selon certaines professions ou selon les besoins de certains commandos et dans certains blocs. Et c'est ainsi que nous sommes... au départ, nous étions relativement ensemble parce que, bon, la profession, il y avait peu de chances d'exercer une profession, puisque c'est de la main-d'œuvre lourde qui leur fallait, et non pas de la main-d'œuvre spécialisée. Et petit à petit, on s'est trouvé répartis et dilués dans les autres blocs et dans le camp. À quel commando avez-vous été affecté? Oh, j'ai été affecté à différents commandos. Mon premier commando, ça a été un commando de terrassement. Alors moi qui n'avais jamais touché à une pelle et à une pioche, je vous garantis que ça a été ma fête. Parce que il a fallu travailler sans arrêt et sans relâche et exténuer. Le capot me disait tu es jeune, tu as de la force, tu dois continuer à travailler. Et dès le début, je crois que exténué, je n'aurais pas dû survivre. Dans quel bloc vous êtes-vous retrouvé? Avec qui? Avec quel capot? Si je vous dis les capots, les chefs de bloc, cela ne vous apprendra pas grand-chose parce que c'était tellement dilué. Bon, les chefs de bloc, en général, c'était des Reichsdeutsche, c'est-à-dire c'était des droits communs allemands avec le triangle vert qui eux, se trouvaient au sommet de la hiérarchie interne du camp, et ainsi que les capots. Bon, il y en avait très peu de bons, et il y avait surtout des salauds qui pour survivre eux-mêmes, étaient obligés de faire les basses besognes contre nous, c'est-à-dire qu'ils contribuaient à nous faire crever dans le système. Est-ce que vous avez été seul ou est-ce que vous avez pu rester avec des gens de votre convoi, des gens de France, des gens que vous connaissiez? Bien, au départ, peut-être pendant très peu de temps, relativement, parce que bon, ça nous permettait de nous exprimer en français. Et puis, par la suite, eh bien, mélangé à tout le monde, c'était un peu dans toutes les langues. C'était de l'allemand, c'était du polonais, c'était du russe, c'était du tchèque, c'était du yougoslave, c'était du grec.
que sais-je encore. Est-ce qu'il y avait des nationalités dont vous vous sentiez plus proche? Enfin, est-ce qu'il y avait des comportements nationaux? Les Grecs étaient comme ça, les Hollandais comme ça. C'était d'abord les Hollandais. Il y en avait un petit peu, et puis les Belges, au point de vue sur le plan comportemental, nous étions relativement plus proches d'eux que des Russes ou des Polonais qui nous détestaient royalement. Et puis par la suite, il y a eu les Grecs, les Hongrois, quelques Espagnols, il y a même eu des Tziganes aussi, et puis des Allemands. Alors vous étiez projeté dans cet univers concentrationnaire, vous aviez 14 ans. Comment vous avez appris les règles? Comment ça s'est passé au départ? Eh bien, dès mon arrivée et les premiers jours, le chef du camp, qui était un droit commun allemand, et puis l'Arbeitslager aussi, qui lui était un politique, m'ont trimballé dans le camp, dans tous les blocs, pour me montrer comme une bête curieuse, avec un autre petit jeune dont je ne sais plus maintenant qui il était, en disant que moi j'étais le plus jeune et qu'à nous deux, nous n'avions pas 15 ans. Nous n'avions pas 30 ans, je veux dire. Pardon. Alors, ça a éveillé beaucoup de curiosité. C'est comme ça que j'ai appris que j'étais à ce moment-là le plus jeune du camp. Ça a éveillé de la curiosité? Est-ce que ça a éveillé de la compassion, de la pitié? Est-ce que ça, c'est des mots qui existaient dans le camp? Non. Non, ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors, une fois que vous avez été exhibé comme une bête curieuse, vous avez subi le sort commun? Tout à fait. Et à 14 ans, quand on sort, 4 mois auparavant, on était à l'école communale de Vitré, comment on se débrouille à Buna Monowitz? On ne se débrouille pas parce qu'à Auschwitz, il n'y a plus d'enfants. Nous ne le savions pas, mais nous étions dans un système programmé de mort dans le temps. À Buna, la durée de vie ne devait pas excéder en principe 3 mois, 4 mois au grand maximum. Il n'y avait pas de chambre à gaz à Buna, mais l'extermination se faisait par le travail. Et le travail était extrêmement rude. Et c'est par le travail que l'on usait les gens, jusqu'à la corde, jusqu'à l'extrême cachexie, où par la suite, s'ils n'étaient pas morts, ils étaient sélectionnés pour aller après à Birkenau, dans les chambres à gaz ou pas. En plus, vous êtes arrivé en octobre, c'est-à-dire c'était l'entrée dans l'hiver, comme vous le notiez tout à l'heure, donc vous avez immédiatement dû affronter l'hiver polonais. Tout à fait. Vous étiez dans des commandos de terrassement, des commandos en extérieur? À l'extérieur, toujours. Et comment est-ce que vous aviez une cuillère, par exemple, pour manger? Est-ce que vous aviez il y avait quelquefois des cuillères, oui. Je ne sais pas comment elles étaient arrivées, ou elles étaient fabriquées plus ou moins avec des morceaux de tôle. D'autres avaient de véritables cuillères, mais que on avait mis dans la doublure du pyjama. Mais autrement, on avait une gamelle pour 5 ou 10 personnes. Alors quand on nous donnait la soupe, c'était tout un travail, toute une procédure pour manger cette soupe, parce
ça représentait finalement une louche de soupe. Je ne sais même pas s'il y avait soi-disant 1 litre, mais qui ne devait pas faire 1 litre. Et celui qui avait une force d'aspiration plus grande que l'autre en absorbait davantage. Et tout de suite, on dit « Oh, tu en prends de trop », c'était la bagarre. Alors, celui qui avait une gamelle à soi, c'était déjà le grand luxe. Parce qu'au moins, quand il avait une ration, il pouvait se la manger tranquillement. Et est-ce que vous avez pu vous procurer, par exemple, au fur et à mesure, une gamelle à vous? Est-ce qu'il y a des règles, finalement, des règles souterraines, finalement, qui organisent la vie du camp, la vie, enfin, pas souterraine, mais je veux dire des règles qui... Le camp était régi, bien entendu, à l'intérieur par certaines règles. C'est bien évident. C'est bien évident. Il ne pourrait pas en être autrement. Par exemple, le réveil se faisait, je crois, au son d'une cloche le matin vers 4h ou 4h30. Pourquoi si tôt? Tout simplement parce que après s'être relevé, il fallait arranger sa paillasse, aller dehors. Dehors, il fallait soi-disant aller faire une toilette sans savon, sans serviette, sans rien. Et ensuite, il fallait se mettre devant le bloc pour attendre sa ration, que la ration soit prête. Alors, la ration, c'était une tranche de pain avec un petit carré de margarine ou une cuillère, une petite cuillère à café ou à soupe d'une sorte de confiture, je ne sais pas trop. Bon, le pain, paraît-il, était fait à base de sciure de bois. Et puis une mixture infâme qui était chaude, qu'on appelait le café, on appelait ça le café. Et pour recevoir sa ration, on était appelé par le numéro. Alors le numéro se lisait parce qu'il était cousu sur la poitrine et puis sur le pantalon, avec le signalement du type d'incarcération. Par exemple, pour les Juifs, bien entendu, c'était l'étoile. Rouge et jaune. Pour un politique, c'était un triangle rouge. Pour un droit commun, le triangle vert. Pour un homosexuel, c'était un triangle rose. Pour les Russes, en particulier les Tziganes, c'était le triangle noir, parce que le noir, c'était considéré comme le signe des asociaux. Et il y avait même, je crois, des triangles violets on appelait ça les Bibelfochets, qui étaient des objecteurs de conscience. Donc il y avait toute une variété d'internés qui, de ce fait, pouvaient être identifiés et avec le numéro. Et lorsqu'il y avait un doute, de toute façon, il fallait montrer son bras tatoué. C'était à partir de là que le chef de bloc pouvait pointer qu'il faisait bien partie d'une part de l'effectif de ce bloc et non pas d'un autre, ce qui évitait, si vous voulez, les changements intempestifs, et que en plus il avait reçu sa ration. Il y avait l'appel aussi, j'imagine, dans le... Oui, à la suite de quoi il fallait aller sur la place d'appel. Alors là,
c'est une procédure qui relève davantage de la torture. Parce qu'un appel, ça pouvait durer un temps interminable, ça pouvait durer des heures. Alors c'était moins long le matin, parce qu'il fallait sortir à l'extérieur pour travailler dans cette fameuse usine de Ligue et Farben, qui était la Bounawerk. Et là, on ne se regroupait plus par baraquement, mais par numéro de commando. Par commando. Chaque commando avait son numéro. Et lorsque nous avons été décomptés, une fois ou plusieurs fois, l'appel pouvait durer jusqu'à 2 heures le matin, et plus, où il fallait rester par 5 et au garde à vous, pratiquement sans bouger. Je vous garantis que c'est un véritable supplice, surtout en hiver par les plus grands froids, où on était en plein soleil, ou sous des giboulées abominables. Et il n'était pas question ni de s'abriter, ni de bouger, et tout ça dans la gadouille jusqu'aux chevilles. À la suite de quoi, nous partions en commando et en musique. Il y avait un orchestre. Et ce qui m'a aussi également surpris à l'arrivée, c'est que j'ai entendu de loin de la musique. Je dis c'est pas possible, c'est pas pour nous. Puis je n'avais pas compris le sens d'une musique pour nous. Et c'est après que j'ai compris que cette musique n'était pas destinée à nous être agréable, mais à permettre de faciliter les flux d'entrée ou de sortie des hommes du camp. C'est-à-dire C'est-à-dire nous marchions au pas cadencé et en musique on marche mieux d'une façon plus régulière si vous voulez, cette façon-là, plutôt que de marcher un petit peu n'importe comment. Là, vous me parlez évidemment de tout ce qui fait le quotidien du camp, les règles. Oui, vous m'avez parlé Bien sûr. Vous m'avez posé des Bien questions sûr. sur les procédures internes du camp. Bon, je ne peux pas vous citer tout dans le détail parce que ça demanderait des heures. Bien sûr. La question que je me pose aussi, c'est finalement aussi les règles implicites, finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans toute collectivité, enfin, j'imagine que pour survivre, au bout il faut. Je sais que, par exemple, organiser des choses pour avoir plus de sous, pour avoir... Est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que... Il n'y avait rien. En principe, il n'y avait rien. Parfois, si le chef de bloc était bien luné, il voyait quelqu'un avec une tête qui lui convenait, il me dit « Tiens, il reste un peu de soupe au fond du tonneau. Viens, je t'en donne un petit peu. » Ou de temps en temps, il appelait un petit jeune. Ça m'est arrivé, mais plutôt assez rarement. Mais bon, en général, il ne restait pas grand-chose au fond du tonneau. Et le peu qui restait, c'était les privilégiés qui étaient destinés à nettoyer, à laver les tonneaux, qui, eux, raclaient, bien entendu, ceux qui s'y trouvaient. Et c'était un énorme privilège. Ils arrivaient à doubler leur ration de soupe au bas mot. Mais enfin, bon, c'était parce que les chefs de bloc étaient assistés de ce qu'on appelait là-bas des Stubendienst. Un Sturmdienst, c'est un aide.
C'est-à-dire que le chef de bloc, lui, il ne faisait rien ou pas grand-chose. C'était les Sturmdienst qui maintenaient propres les blocs, qui balayaient, qui faisaient tout à l'extérieur, qui lavaient probablement le linge du capot et du chef de bloc, ou que sais-je encore. C'était une situation bien hiérarchisée et tout à fait privilégiée d'être Sturmdienst. Et puis c'était aussi eux qui distribuaient le matin la ration de pain. Ça leur permettait peut-être d'avoir un petit peu de rab aussi. Mais en dehors de ça, non. Alors, Sturmdienst, la plupart du temps, c'était souvent un copain. Parce que entre eux, il y avait un copinage. Par exemple, si le chef de bloc était un criminel au triangle vert, eh bien, il en prenait un autre ou deux autres comme Sturmdienst pour l'assister, d'autant plus que souvent il s'était connu dans les prisons avant la guerre ou même pendant la guerre. Donc il y avait entre eux une certaine solidarité. Et puis, ou alors, ce qui n'était pas rare, c'était des Polonais. Les Polonais avaient aussi une situation tout à fait privilégiée par rapport à nous. Des politiques polonais. Pas des juifs polonais, Non, pas les juifs, les non-juifs. Alors, dans les non-juifs polonais, il y avait tout aussi. Il y avait des triangles rouges, c'est-à-dire des politiques, mais il pouvait y avoir aussi des Polonais qui avaient été sortis des prisons avec des triangles verts. Mais enfin, en tout état de cause, par rapport aux Juifs, ils avaient de super privilèges. Dans ce sens qu'eux pouvaient recevoir du courrier, ils pouvaient recevoir des colis, et à partir de là, quand ils recevaient des colis, eh bien, si le chef de bloc n'avait rien, eh bien, il était obligé de partager avec le chef de bloc, et donc pour maintenir une source d'approvisionnement, en quelque sorte, on mettait des Polonais qui nourrissaient en même temps les chefs de bloc. Donc il y avait tout un système, une sorte de chaîne en quelque sorte, qui était solidaire en fonction de toutes ces situations-là. Mais les Juifs qui n'avaient droit à rien, n'avaient rien. Vous étiez seul? Vous aviez des copains? Vous aviez des... Oui, on se retrouvait quelquefois par affinité. Et j'ai eu des petits copains d'à peu près de mon âge aussi. Des Français? Oui, enfin, c'était des Juifs français. Et heureusement, on pouvait au moins se communiquer, parler ensemble. Le soir, une fois que tout était terminé, pouvions bavarder un petit peu entre nous, nous connaissions, et puis... Vous parliez de quoi? De tout ce qu'il y avait de beau, de bon, de bien, avant l'incarcération, de cuisine, de fêtes, de situations, de chocolat, de viande. C'était devenu un peu une sorte d'obsession.
Est-ce que ce sont des gens qui sont restés, qui ont survécu au camp, ou c'est des gens qui sont morts là-bas, ou c'est des gens que vous avez croisés ce n'était que des gens que l'on croisait, parce qu'aujourd'hui on était dans un endroit, et le lendemain, nous pouvions être ailleurs. Vous avez tenu 15 mois à Auschwitz, 3 mois, à Auschwitz 3. Où est-ce que vous avez où est-ce que vous avez trouvé la force? Où est-ce que vous avez trouvé un gamin, parce que vous étiez quand même un gamin. Oui. Comment est-ce que vous avez eu des moments de désespoir? Est-ce que vous avez eu Bien sûr. Bien sûr. Il y avait des moments où on avait le sentiment que le sort s'acharnait contre nous. Et plus d'une fois, on avait le sentiment de couler ou qu'on allait couler. Est-ce que vous vous souvenez de moments précis où ça vous est arrivé? Bien sûr, j'ai encore une très bonne souvenance de toutes ces situations, mais vous savez, ce serait tellement long à raconter chronologiquement que ça ne pourrait être fait que dans un autre cadre, hein. Mais disons que... Essayez de me dire quand même, essayez de me dire quand même de façon non exhaustive, de décrire des moments particuliers, ces moments particuliers. Eh bien, disons que dès qu'on est sorti en commando, le premier jour, je me suis trouvé complètement exténué, plein de courbatures. C'était pendant 12 heures, pratiquement sans arrêt, qu'il fallait piocher, qu'il fallait faire du terrassement. J'étais à bout de force et on me disait il faut continuer parce que si tu continues pas, on te fracasse le crâne, parce que c'est considéré comme du sabotage de s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Alors, finalement, je me suis retrouvé, par exemple, mon premier jour de commando, j'étais complètement inerte, mais pratiquement en état complètement second, mort de fatigue. Je n'en pouvais plus, toutes mes articulations me faisaient souffrir. Et je crois que dès le premier jour, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que le capot de ce commando de terrassement, c'était un juif allemand. Et les Vorarbeiter, qui étaient donc des assistants qui étaient chargés de nous faire travailler, étaient des juifs aussi. Alors, ont-ils eu pitié de moi ? Je ne le sais pas, mais je serais enclin à le croire, parce qu'ils m'ont tiré entre des dépôts de briques, de manière à ne pas être vu, et je suis resté comme ça, allongé par terre, presque comme mort, mais hors la vue, parce que quelqu'un qui arrêtait de travailler, eh bien, à Auschwitz, je vous l'ai dit, c'était l'extermination par le travail. Alors, on lui fracassait le crâne avec une pelle, avec une pioche, avec des manches, des barres de fer. On le piétinait jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il a fallu que je ne tenais plus debout, que ce sont mes camarades qui me soutiennent, chacun de leur côté, parce que je n'étais plus capable de marcher. Alors, donc, je crois que le premier ou le deuxième jour, on m'a traîné jusqu'au KB, c'est-à-dire parce que j'étais pratiquement mort. Et j'aurais dû le rester, logiquement, si je n'avais pas eu cette chance incroyable de tomber sur des gens qui avaient encore un petit peu d'humanité, qui voyaient souffrir un gosse.
on m'a traîné jusqu'au KB et là, un médecin tchèque a eu pitié de moi. Il m'a fait rentrer au KB pendant 8 jours. Donc, je me suis retrouvé dans ce mouroir. Mais au moins, je ne travaillais plus. J'étais resté allongé. Et au bout de 8 jours, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Mais dans l'intervalle, j'avais dû perdre déjà plus de la moitié de mon poids. Et en étant viré du revire, si j'ose m'exprimer de la sorte, je me suis retrouvé dans un autre bloc avec d'autres gens et dans un autre commando. Et dans ce commando, alors là, c'était un droit commun allemand qui était à moitié fou. Une fois, il était un petit peu humain, une autre fois, il était comme fou. Il pouvait vous tuer, parce que là-bas, ce n'était pas un crime que de tuer quelqu'un. C'était plutôt un bienfait dans le système. Ça devait être... ça n'existait pas, les crimes. Là-bas, de toute façon, on était là-bas pour ça, pour être tué, hein, ou pour mourir d'une façon ou d'une autre, peu importe. Donc, c'était un commando de charbon. Alors, il y avait des mines de charbon en Haute-Silésie, des trains entiers arrivaient donc dans la zone de Liéfarben, le long d'une voie de chemin de fer. Alors, il fallait décharger ces wagons de charbon et puis ensuite faire des tas pour faire des coques. Alors c'est ainsi qu'il y avait des montagnes de coques qui étaient là, parce que le charbon était une matière première qui, par cracking, devait servir à la fabrication du fameux caoutchouc Buna. Vous ne le savez peut-être pas, le Buna, ce n'est pas un mot anodin. Le Buna, c'est un procédé de fabrication du caoutchouc synthétique allemand. Il n'y avait que 2 systèmes à l'époque. Il y avait le butyl, qui était américain, et il y avait le Buna, qui avait été inventé par Liéfarben. Donc, pour fabriquer ce fameux caoutchouc, et on extrayait du charbon, du méthanol, qui servait à la fois de carburant et de dérivé pour la fabrication donc de ce caoutchouc synthétique. C'est pour ça que ce camp s'appelait le camp de la Buna. Et vous étiez en train de décrire ces 2 commandos successifs auxquels vous avez été affecté au début, qui étaient des commandos très difficiles. Les commandos, par définition, à la Buna, quoi qu'on fasse, étaient toujours très difficiles. Ils pouvaient être très différents, mais toujours très difficiles. Par la cadence du travail et par... les matériaux sur lesquels on nous faisait travailler. Mais vous m'avez parlé de cette aide que vous avez rencontrée au tout début grâce à ce capot, oui, dans le premier commando de terrassement. Mais il y avait quand même quelque chose d'autre en vous. J'imagine que vous avez eu de la chance, que vous avez parfois rencontré des aides. Oui, ça a été ma chance, parce que je crois que s'il n'avait pas réagi comme ça, je serais mort pratiquement ce jour-là. Je serais mort d'épuisement. Mais vous êtes resté 15 mois au camp. Pendant 15 mois, oui, ça veut dire qu'en plus de la chance et des aides ponctuelles que vous avez pu rencontrer, ça veut dire qu'il y avait quand même chez vous une forme de résistance, de ténacité. Et quelle était votre...
Est-ce que vous envisagiez la vie après la guerre? Est-ce que vous envisagiez de survivre? Est-ce que... Non, je crois on essayait de survivre en résistant simplement. Mais c'était quelque chose d'un peu mécanique, et puis qui faisait intervenir aussi l'instinct de conservation. C'était un mélange, si vous voulez, de tout ça. Mais il arrivait un moment où, tellement puisé, on finissait par se demander, mais à quoi bon et pourquoi faire? Parce que nous savions pertinemment que nous n'avions aucune chance. Que si on ne crevait pas à un moment donné, un jour donné, ce serait peut-être dans 5 minutes, ce serait peut-être dans 1 heure ou 2, ou peut-être le lendemain ou après-demain, mais c'était inéluctable. Ça, nous le savions. Est-ce que physiquement, vous avez vu votre corps changer? Est-ce que vous vous souvenez de cette évolution-là? Bien entendu que physiquement nous changions. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'en sortant, après 8 jours du KB, j'avais déjà fondu de moitié. Et mes camarades que je retrouvais qui étaient restés au travail commençaient à devenir squelettiques. Un certain nombre même étaient déjà morts. Morts d'épuisement, morts de maladie, parce que, en plus, très rapidement, nous étions atteints de dysenterie. Et ça, c'était quelque chose de terrible. Au bout de 8 jours, nous avions tous pratiquement la dysenterie, et cela vidait nos corps, et j'ai vu mourir de dysenterie en moins de 3-4 jours. Des tas de gens, des gens qui étaient des armoires à glace que j'avais connus, du moins tels, ils avaient fondu de moitié et de 3/4, au point que, en l'espace d'une dizaine de jours, nous étions devenus tous squelettiques. En plus du travail, il y avait les sélections périodiquement. Comment Bien ça se passait, sûr. les sélections? Est-ce qu'il y avait une rumeur qui précédait la sélection? Est-ce qu'il y avait des... Il n'y avait pas de rumeur, mais nous savions que ces sélections étaient plus ou moins ponctuelles et imprévisibles. Elles se passaient dans des conditions assez particulières que je pourrais peut-être vous raconter plus en détail ultérieurement, si vous voulez bien. Et c'était quelque chose de terrible. Terrible. Parce que nous étions dans un état de cachexie tellement avancé, nous n'avions plus que la peau et les os, au point de tenir à peine debout. Si quelqu'un nous poussait dans cet état de cachexie et que nous tombions, nous avions à peine la force de pouvoir nous relever. Et c'était irrécupérable, parce que dans ces états de cachexie, c'est une situation qui fait que, du fait de la sous-alimentation, du fait du travail intensif qui brûlait notre énergie, nos muscles finissaient par se résorber, de sorte que nous étions pratiquement des squelettes avec seulement une peau diaphane par-dessus. Que
que l'on soit de face ou de dos, nous voyons nos tibias, nous voyons nos bassins sans fesses, au point que lorsque nous avions quelqu'un devant nous, on pouvait voir son orifice anal de dos. Parce qu'il n'avait plus de fesses, plus rien. Et souvent, les ventres étaient gonflés parce qu'ils étaient pleins d'eau et et que nous étions atteints de dysenterie ou de toutes sortes d'affections digestives. Est-ce que vous êtes tombé malade? J'ai même eu à connaître plusieurs comas. Et je ne croyais pas que le destin je ne croyais pas que le destin aurait pu me donner autant de chance. Cela dépasse l'entendement, c'est inénarrable, c'est inexplicable, mais c'est comme ça. Et quelquefois, c'est quelqu'un qui peut vous donner une chance aussi. Et c'est ce qui s'est produit une fois lorsque, pendant l'hiver 43-44, alors qu'il faisait des températures à l'extérieur de -30 et que nous étions obligés de passer 14 à 16 heures par jour dehors sans pouvoir nous réchauffer, avec la malnutrition, eh bien, les pneumonies, les pleurésies, les bronchopneumonies étaient chose courante. Et c'est ce qui m'est arrivé, puisque nos vêtements ne nous protégeaient guère. Et c'est là que j'ai rencontré une autre fois le professeur Weitz. Et il ne me l'a jamais dit, mais je suis resté au KB 3 semaines alors que 8 jours était un maximum. Je ne sais pas comment il a pu faire pour me prolonger, pour me sauver, parce que rapidement, j'ai sombré dans la fièvre et le coma. J'ai eu un trou noir de près de 3 semaines. Ce qui était quelque chose de totalement inimaginable à la Bouna, parce que après 8 jours, il y a des camions qui venaient pour emmener ceux qui n'étaient pas récupérables en l'espace de 8 jours. Et je pense que c'est lui qui a dû me sauver, quoiqu'il ne m'ait jamais rien dit là-dessus. Et pourquoi et comment l'a-t-il fait? Parce que probablement a-t-il pensé que j'avais peut-être, du moins le pensait-il, une probabilité, statistiquement parlant, de pouvoir m'en sortir par rapport à d'autres. Peut-être une de ses motivations, mais il me connaissait depuis Drancy. Il avait peut-être une deuxième motivation qui était peut-être un petit peu plus affective. Et ensuite, comme il jouissait d'une très grande notoriété, y compris parmi les SS, puisqu'il soignait aussi les SS, ce qui devait lui permettre d'avoir de l'aspirine, parce qu'il n'y avait que ça, et peut-être pouvait-il se procurer, Dieu sait comment, un peu de sulfamide,
je présume que c'est un peu comme ça que les choses ont dû se passer et que j'ai pu sortir du coma. Un coma où j'ai conservé un souvenir de ce coma aussi. Mais c'est le côté clinique un peu, si vous voulez, de l'affaire. Et bon, ce serait un autre commentaire sur cette période-là. Et j'ai vu mourir des tas de gens à côté de moi. Et ça a été probablement une de mes chances, c'est-à-dire un de ces coups de pouce que quelqu'un peut vous faire ou vous donner, alors qu'en probabilité pure, il n'y avait aucune chance. Et cela a marché. Bon, par la suite, je me suis retrouvé dans d'autres situations extrêmement critiques, extrêmement tragiques, qui ne laissaient aucune chance non plus. Et 60 ans après, je suis encore là, mais je vous en prie. Je n'ai pas de recette. Et je ne peux pas dire, ni expliquer, ni comment, ni pourquoi. J'ai pu m'en sortir. La force du destin, peut-être. C'est comme ça. Il faut que j'arrête. Alors, la dernière fois, Monsieur Zilbermin, on évoquait ce séjour que vous avez passé à l'infirmerie, sous l'égide en quelque sorte du professeur Weitz. Et il y a quelque chose que vous m'avez dit tout à l'heure qui est très frappant. Vous m'avez dit, dès que je suis arrivée, les copains me disaient qu'ils me voyaient déjà les deux pieds dans la tombe. C'est-à-dire, autour de vous, vous sentiez ça, qu'on donnait pas cher à vous de votre survie? Autour de moi, non, pas vraiment, parce que la réciproque était vraie également. Hélas. Il me semblait que mes camarades n'étaient en guère meilleur état que moi. Mais bon, chacun a sa projection. Hein. Bien sûr. Et ce passage à l'infirmerie, est-ce que vous pourriez le situer dans le temps? Enfin, à quel moment de votre déportation à la Bouna ça s'est passé dans quel mois Oui, est-ce que vous savez à peu près? Une première fois, on m'a admis probablement par pitié, parce que j'étais le plus jeune du camp. Et la première fois que je suis sorti travailler en commando, on m'a demandé de faire du terrassement. Et le capot me disait, toi t'es jeune, toi tu viens d'arriver, tu es plein de force, tu dois travailler davantage plus que les autres, et si tu ne le fais pas, gare à toi. Et ce n'était pas que des mots. Alors, bon, en situation, vous savez, bon, on fait ce qu'on peut. Et j'étais totalement exténué. Je n'avais jamais touché à une pelle ni à une pioche de ma vie. Et le lendemain, et cela pendant 12 ou 14 heures d'affilée. Et le lendemain, ça a recommencé au point où je me suis écroulé, tellement j'étais lâché par les douleurs articulaires que tous ces efforts avaient induit, la fatigue. Et ma chance a été que le capot, c'était un des rares capots juifs. Il a eu pitié de moi
Et au lieu de m'achever comme l'aurait fait un capot polonais ou un capot allemand, il m'a caché entre des tas de briques. Quoique il y a eu un problème de conscience du fait que si un autre capot ou si un essai s'était passé par là et qui m'avait vu, mon compte aurait été réglé immédiatement. C'était un risque énorme pour eux qu'ils ont dû assumer. C'est dans ce sens que je précise bien. Et ils ont été chouettes. Ils m'ont protégé au lieu de m'achever. De sorte que, complètement désarticulé, mes camarades, ils m'ont soutenu et j'ai pu rentrer dans le camp comme ça. Et ils m'ont accompagné dans ce qui servait d'infirmerie, c'est-à-dire le KB. Le KB, c'est le sigle de Krankenbau. Et je suis tombé sur un médecin tchèque qui savait que j'étais le plus jeune et qui m'a admis pendant une huitaine de jours au KB, ce qui fait que je n'ai pas travaillé et qu'on m'a planqué dans un chalet, ce qui m'a permis de récupérer. Et ce qui probablement m'a aidé à me reconditionner à ce genre de situation. Donc, à la sortie, j'ai eu une autre chance, c'est que j'avais fait la connaissance aussi d'un médecin français, juif français qui était de Bordeaux, le docteur Lubitsch, qui avait été déporté bien avant moi et qui était venu voir le nouveau capot qu'on m'avait attribué. Dans un commando, il fallait décharger des trains entiers de charbon. Alors lui, c'était un triangle vert, c'est-à-dire un droit commun allemand. Mais un jour, il était bon, pas trop méchant. Un jour, le lendemain, il pouvait être abominable. Il était totalement imprévisible, comme beaucoup de capots. Et puis, il pouvait vous tuer presque gentiment, s'il avait besoin de se défouler. Alors, petit à petit, je suis resté dans ce commando. Alors, il n'était pas trop embêtant, ce qui fait que chaque fois j'avais commencé à me reconditionner à ma vie de Häftling, c'est-à-dire le Häftling, c'est le détenu. De sorte que chaque fois que le capot tournait la tête pour aller voir ce qui se passait ailleurs, et l'effort abattait, j'arrêtais tout simplement de travailler. Et dès qu'il tournait la tête, je faisais souvent semblant de faire quelque chose, ce qui, malgré tout, et je commençais à le comprendre, me permettait d'économiser mon énergie. Ce que vous racontez là, c'est très important parce que ça veut dire que vous avez compris le système. Le système. Oui. Oui, tout à fait. Alors, ce système était basé en fait sur la force d'inertie que j'ai appris évidemment à développer et que j'ai essayé d'appliquer et d'utiliser au maximum. Quelles étaient les autres, non pas failles, mais quelles étaient les autres moyens dans ce système finalement des détenus pour essayer de survivre? Voilà. Très difficile, très aléatoire, parce que il fallait, en dépit de tout cela, montrer un certain rendement. Parce que quand l'ingénieur allemand passait, le capot avait un programme de travail, et s'il n'était pas exécuté, s'il n'y avait pas un minimum d'exécution de ce programme, ça retombait sur lui. Mais bon, pour nous, la notion de temps ne comptait plus. Alors, si on travaillait au minimum, ou on s'arrêtait de travailler.
dès que la tête était tournée, ou s'il regardait de notre sens, au lieu de faire comme je l'ai fait au début, par exemple de prendre une pelletée bien pleine, bien lourde, j'en prenais la moitié, le tiers ou le quart, ou même pas du tout, en faisant semblant simplement de remuer la pelle ou la pioche. Qu'est-ce que vous voulez dire par la notion de temps avait disparu? C'était quoi le rapport du détenu, du Häftling, justement, au temps, à la durée? D'une part, nous n'avions aucun outil qui nous indiquait le temps. Nous étions simplement poussés à cheminer comme pouvaient l'être des esclaves. Par exemple, en Égypte, quand ils devaient construire disons des pyramides ou autres, ils n'avaient pas de montre, nous n'avions pas de montre, personne n'avait de montre, mais nous obéissions dans le temps tout simplement à des ordres, à des pulsions. Par exemple, le matin au réveil, lorsque le réveil, disons que le réveil se faisait par une sonnerie de cloche. Bon, nous le savions que c'était vers 3h30 ou 4h du matin. Donc c'est la seule notion du temps que nous avions. Mais ensuite, entre le temps où nous quittions nos chalits pour une pseudo-toilette ou pour recevoir la ration, et l'intervalle ensuite pour aller sur la place d'appel, la notion de temps était complètement perdue. Nous ne savions pas si c'était une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. L'appel pouvait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Nous avions une notion du temps extrêmement relativisée. Est-ce que vous arriviez à vous projeter justement? Alors, il y a le temps de la journée, évidemment, le temps qui scande la journée, mais aussi le temps des jours qui passent. Est-ce que vous arriviez à vous projeter dans le lendemain, dans le... Très difficilement, d'abord parce que mentalement, nous étions complètement plus ou moins abrutis. Abrutis de fatigue, abrutis du manque de sommeil, abrutis par les hurlements, les coups que nous pouvions recevoir aussi. Mais bon, nous avions quelques jalons avec le temps. Comme je vous l'ai dit, le matin, pour le réveil, c'était la cloche, et après on entendait hurler dans les baraquements « Aufstehen, Aufstehen !» Et puis avec des Gummischlag, on commençait à taper à frapper ceux qui ne s'étaient pas levés comme une mécanique. Donc nous savions à ce moment-là qu'il était 3h30 ou 4h du matin. Lorsque l'appel était terminé, nous savions qu'il était à peu près 6h du matin. 5 ou 6h du matin. Ensuite, quand l'appel était terminé, il fallait se regrouper en commando et commencer la sortie pour aller sur le chantier de la Bouna, en musique. Alors, on entendait la musique, et dès les premiers sons, on savait qu'il était environ 6h du matin. Parce qu'à 7h du matin, nous savions, vous voyez, tous ces jalons, nous devions être sur le chantier à 7h du matin. Or, le camp de Bouna par rapport à l'usine de Liguier-Farben, c'est au plus court, c'était
entre 700-800 mètres à 1,5 km, peut-être de sorte qu'à 7 heures du matin, nous étions à pied d'œuvre. Ensuite, à 12h30, on nous donnait un demi-litre d'une soupe qu'on appelait la bounazoup, qui était une mixture liquide au goût et à l'odeur infâme, au point que même affamé, on avait du mal à l'avaler, mais c'était toujours mieux que rien. Donc c'était 12h30 avec une pause qui était donc d'une demi-heure. Vous voyez le jalonnement du temps, c'est tout ce que nous avions. Et ensuite, il fallait s'arrêter à 6 heures, à 18 heures. Donc à 18 heures, on laissait tout et c'était le retour du commando vers le camp. Donc, autre notion, lorsque nous rentrions dans le camp, toujours en musique, c'était pour se diriger vers la place de l'appel. Et là, l'appel était souvent beaucoup plus long que le matin, puisque si le matin, il était indispensable d'être ponctuel à 7 heures du matin sur les lieux du travail, le soir, ça avait beaucoup moins d'importance. Alors, l'appel pouvait durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, et si malheureusement dans l'intervalle, il y avait une exécution qui se pratiquait devant nous, c'était évidemment plus long quand on pendait un détenu ou plusieurs en même temps. Pour quelles raisons il y avait des pendaisons? Est-ce que vous vous souvenez d'exécutions en particulier? Je pense que toutes les raisons pouvaient être bonnes. C'était pas un problème là-bas. L'essentiel, c'était pour l'ASS de montrer qu'elle était redoutable et que nous devions la craindre, moyennant quoi c'était le gibet. Alors, une des causes principales, c'était de pseudo-tentatives d'évasion, ou une tentative de rébellion vis-à-vis d'un Vorarbeiter, disons d'un capot, vis-à-vis d'un membre de cette hiérarchie interne qui existait dans le camp, ou vis-à-vis éventuellement d'un SS, ou si un déporté avait essayé de chaparder un peu de nourriture dans un endroit où il y avait des civils ou autre, ou s'il y avait une tentative de contact avec le monde extérieur, ce qui nous était formellement interdit, avec les civils, avec les prisonniers de guerre anglais, etc. Bon, bref, j'ai eu un camarade qui a été pendu parce que pendant un bombardement, il était passé dans un endroit où il y avait des civils, il a trouvé un peu de nourriture qui avait été laissée parce qu'ils étaient allés se cacher dans des abris, et il a été surpris et dénoncé. Il avait 17 ans, et il a été pendu rien que pour cela. Et les pendaisons, c'était quelque chose d'horrible, c'était un véritable supplice, parce que si dans le civil, où les sentences de mort étaient pratiquées par pendaison, la mort était quasi immédiate. Chez nous, une pendaison pouvait durer jusqu'à un quart d'heure, ce qui était un véritable supplice. Alors, c'était pas très beau à voir.
Est-ce que, justement, est-ce que c'est... Je sais pas tellement comment formuler la question, mais est-ce que vous qui étiez de toute façon enfin, en tant que détenu dans un environnement de violence telle, perpétuelle, est-ce que justement ces pendaisons affreuses, est-ce que les déportés s'étaient habitués à cette horreur, ou est-ce qu'il y avait encore un élément d'horreur, de compassion par rapport à la personne qui était condamnée à mort, ou est-ce que c'était finalement pris dans ce rythme de l'appel, Je vous répondrai moitié-moitié. Et bien sûr qu'il y avait de la compassion parce que ce qui leur arrivait pouvait parfaitement aussi nous arriver. Mais nous étions totalement impuissants. Alors, donc, quand l'appel était fini, sans ou avec exécution, c'est à ce moment-là, ensuite, que nous pouvions rejoindre nos blocs et recevoir notre ration notre ration de soupe de la journée. Alors, là, il fallait rejoindre les blocs et puis attendre que les chefs de bloc nous appellent chacun par notre numéro. Et en se présentant avec une gamelle, on nous donnait une louche de soupe. Et après, nous pouvions retourner dans le bloc pour essayer de se coucher. Donc, dans l'intervalle, dans cet intervalle de temps, quelqu'un qui n'en pouvait plus ou qui était réellement malade ou blessé pouvait aller au cabé soit pour se faire soigner des plaies, des blessures, ou dans des situations plus graves était admis, on disait hospitalisé, parce que quand on ne travaillait pas, c'était un privilège énorme là-bas. Et s'il était admis au cabé, il se considérait comme presque sauvé. Or, le séjour dans le cabé ne devait pas excéder 8 à 10 jours. Sinon, on était embarqué pour Birkenau. Nous, bien entendu, on ne revenait jamais. Puisque on était considéré comme main-d'œuvre irrécupérable, donc comme un déchet, un résidu dont il fallait se débarrasser. De toute façon, avec les transports qui arrivaient quotidiennement, ces déchets étaient remplacés par de la chair fraîche. Et ainsi fonctionnait l'extermination, en quelque sorte, par le travail. Il y avait des sélections, évidemment. Comment ? Il y avait périodiquement des sélections. Périodiquement des sélections. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Mais il y a d'abord quelque chose aussi que je voudrais comprendre sur les sélections. Je vais terminer l'échelonnage du temps. Bien sûr. C'est quand même important parce qu'il induit le rythme de la vie dans les camps. Alors, je crois que c'est vers 20h30 sonnait, et il y avait un tintement de cloche, toujours, qui indiquait que les déportés qui se trouvaient à l'extérieur des blocs, parce que là, à ce moment-là, on nous laissait un petit peu aller dans le camp, faire à peu près ce qu'on voulait. Enfin, ce qu'on voulait, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais par exemple, si un père était avec son fils, c'est arrivé, et qui était dans notre bloc, il essayait de le voir parce qu'il était aussi dans un autre commando. Ou s'il avait un membre de sa famille ou un ami, et c'est comme ça que l'on pouvait se rencontrer. Donc vers 8h, 8h30, première sonnerie de cloche qui indiquait qu'il fallait commencer
rejoindre son bloc. Et à la deuxième sonnerie de cloche, une demi-heure plus tard, donc c'était au plus tard 21h, plus personne ne devait se trouver à l'extérieur. Alors, le camp était complètement vide, il n'y avait plus que les baraques le soir. Il n'y avait plus que la ceinture de lumière et les miradors derrière. Donc là, jusqu'au lendemain, donc 3h30, 4h. Voilà comment était rythmée la vie dans le camp et ce qui nous indiquait un peu quelle était la notion du temps. Vous alliez voir des gens, vous aviez des amis dans d'autres blocs, des camarades? Disons que oui. J'avais des camarades, enfin on se liait facilement entre Français. Bon, comme on n'a rien à faire, on allait voir l'un, l'autre, et puis on lui disait, bon, comment ça s'est passé pour toi? Tu es dans quel commando? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Mais vous savez, on n'avait pas le temps de se dire grand-chose. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de gens en particulier? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, bon, il y en a qui disparaissaient complètement. Quand il y avait des sélections, je me souviens, à ce propos, c'est cela que vous me demandiez, comment ça se passait. Primo Levi l'a décrit, il était avec nous à la Bouna. Bon, c'était assez simple. Lorsque une sélection était prévue pour éliminer les déportés qui étaient les plus faibles, les plus usés par le travail, et c'est dans ce sens que l'extermination fonctionnait. S'ils n'étaient pas morts dans l'intervalle, on l'éliminait donc par la sélection. Excusez-moi, les sélections, elles concernaient que les Juifs ou elles concernaient les autres déportés polonais, chrétiens, allemands, ou c'était que pour les Juifs? Je dirais que les sélections privilégiaient surtout les Juifs, les triangles verts, les triangles noirs, qui étaient des Russes, aussi certainement quelques Polonais, mais le statut des Polonais était spécial, je vous en reparlerai, donc ils ne risquaient en fait pas grand-chose, parce que les Polonais étaient d'abord des triangles rouges, c'est-à-dire considérés comme des politiques, mais de plus, ils étaient extrêmement bien privilégiés du fait qu'eux recevaient non seulement du courrier, mais ils recevaient également des colis. Et recevoir des colis et de la nourriture, c'était une fortune inestimable là-bas. De sorte que c'était une forme de monnaie qu'ils pouvaient négocier avec la hiérarchie criminelle du camp, c'est-à-dire qui était composée des triangles verts, les plus grands bandits, les plus grands assassins du Reich, dont on a vidé les prisons pour en faire des seigneurs dans le camp. Alors, cela leur permettait de devenir capot, de devenir chef de bloc, Vorarbeiter, et d'occuper les situations nettement privilégiées qui leur épargnaient et le travail à l'extérieur, ou quand c'était le cas, ils étaient comme capots, c'est-à-dire en fait, ils faisaient travailler les autres sans travailler eux-mêmes. Et la plupart s'étaient avérés comme
étant en quelque sorte des auxiliaires zélés de la SS. Et comme ils détestaient les Juifs, pour eux, pratiquaient toujours d'une manière imprévisible. La plupart du temps, elle se pratiquait après l'appel, et je me souviens plus si c'était avant de recevoir notre ration de soupe ou après, mais là je pense que ce n'est plus tellement important. Une cloche se mettait à sonner avant 20h30 et on commençait à hurler « Bloc Sperren ! Bloc Sperren !» Et dans tout le camp, qui faisait tout de même 800 mètres de long, ces hurlements et ces échos étaient propagés, et ces hurlements, toujours « Bloc Sperren ! Bloc Sperren !» Donc personne dehors, chacun devait être dans son bloc. Et bloc Sperren, ça voulait dire verrouillage des blocs. Donc chacun dans son bloc, et les blocs étaient verrouillés. Et le chef de bloc nous donnait l'ordre de nous déshabiller et de nous mettre, et on nous entassait dans une des extrémités de ce baraquement complètement nu. Donc là, nous comprenions, nous savions ce que ça voulait dire. Alors il fallait attendre que je ne sais pas si c'était un médecin, mais enfin c'était un SS ou deux qui arrivait avec des fichiers. Le chef de bloc avait son fichier, et là on appelait les gens, on appelait les détenus les uns après les autres par leur numéro matricule, et il fallait passer devant les SS simplement en marchant, et puis c'était tout. C'était tout à fait anodin, et bien entendu les SS jaugeaient de notre apparence, de notre degré de cachexie, et estimait d'une façon probablement tout à fait aléatoire, parce qu'il n'y avait aucun examen médical, si nous étions aptes à continuer à travailler ou pas. Donc à partir de là, on passait devant lui, et quelquefois de temps en temps, il demandait à se déporter de s'arrêter ou de faire un demi-tour, et puis c'était tout. Alors, il avait donc les fiches en main, alors une fiche à gauche ou une fiche à droite, selon la destination qu'il avait déterminée en voyant le déporté. Alors on s'est dit, bon, on ne savait pas après si on était bon pour la sélection ou pas. Et puis, personne ne le savait. C'était tout. On finissait presque par oublier qu'il y avait une sélection, parce qu'après on se remettait nos vêtements et on continuait comme si de rien n'était, mais avec l'angoisse aux tripes. J'y suis ou j'y suis pas. Parce que vous ne saviez pas évidemment à quoi la fiche, vous aviez vu qu'elle était à gauche ou à droite, mais vous ne saviez pas... On ne savait pas pour quelle destination. Elle a été reclassée. Et puis, il pouvait se passer plus ou moins une semaine, 3 jours, ou quelquefois un peu plus, et puis un matin, au moment où on nous donne notre ration de pain, on appelle donc, comme tout le monde, les numéros. Alors, les uns recevaient leur ration de pain, et
les autres, on disait non, toi tu vas là-bas, sans la ration de pain. Il fallait faire des économies. Et le chef de bloc, il récupérait cette ration à son profit parce que une ration de pain, c'était énorme là-bas. Et là, on comprenait que celui à qui on avait refusé la ration de pain et qu'on obligeait de se mettre ailleurs, il savait qu'il avait été pris dans cette sélection. Alors, quand cette procédure était terminée, sur un bloc de 350, on en prenait environ une cinquantaine dans chaque bloc qui était parqué par les Polonais, qui étaient souvent les auxiliaires de ce genre de procédure, parce que, bien entendu, ils n'étaient pas en état de cachexie, ils ne risquaient donc pas d'être pris dans une sélection. Et on les parquait là, sans qu'ils puissent aller bouger. Et les autres, ils pouvaient rejoindre donc la place d'appel. Et pendant ce laps de temps, ce sont des camions qui entraient et on obligeait donc les déportés à monter dans ces camions. Et un camion, c'était un module qui pouvait contenir 50 déportés. On les faisait monter plus ou moins de force et puis ensuite ils partaient. Sans revenir, bien entendu. Mais nous savions que les choses étaient terminées pour eux dans l'heure qui suivait. Vous saviez qu'ils allaient à Birkenau? Je pense qu'il n'y avait pas d'autre endroit où aller, puisque les installations de meurtre se trouvaient là-bas. Soit je ne sais pas comment les choses se passaient exactement pour eux, parce que ceux qui partaient dans ces conditions, ils savaient qu'ils allaient mourir, qu'on allait les tuer. Je ne savais pas du tout comment ils réagissaient. Si, lorsque quelqu'un arrivait à Auschwitz et descendait du train, il ne connaissait pas le sort qui lui était réservé. Il y avait un effet de surprise. Tandis que celui qui a été sélectionné, et qui connaissait ce genre de procédure, il savait pertinemment ce qu'il allait subir. Et je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Si j'avais pu le voir, je ne serais pas là pour vous le dire. Alors, je pense qu'il devait plus ou moins se résister. Je ne sais pas comment. Ça devait être horrible. Où on les abattait d'une balle dans la tête, les uns après les autres, où on les poussait de force dans une chambre à gaz. Je ne sais pas, je ne peux rien vous dire de précis à ce sujet. Est-ce que vous avez des camarades proches que vous avez vus partir lors de la sélection? Oh oui. Je l'avais presque complètement occulté, cette affaire-là. Et c'est un jour, j'étais au CDJC, où on m'a demandé de faire un témoignage, que comme vous pouvez le constater, je ne prépare jamais rien des questions qui me sont posées, mais dans ma bibliothèque mentale, je réponds spontanément, avec beaucoup de détails, à toutes les questions qui me sont posées. On ne peut rien inventer, on sait ou on ne sait pas. Et j'ai revécu cette situation-là parce que je travaille uniquement par immersion lorsqu'on me pose des questions comme maintenant. Et je fais donc appel à ma mémoire et à mon vécu. Et je m'étais lié à un bon petit gars. Il
il était des lilas. Il avait peut-être... il était plus âgé que moi d'1 ou 2 ans. Il m'avait pris beaucoup en affection. Et on se retrouvait presque tous les soirs. Il me parlait de sa vie privée, de sa famille, d'un tas de choses, de ce qu'il faisait, de ce qu'il aurait voulu faire. Il était devenu presque un frère. Et pendant donc que je témoignais et que cet événement a ressurgi, j'ai craqué, je me suis mis à pleurer. J'ai sangloté, j'ai été obligé de partir pendant une dizaine de minutes, tellement ça m'avait traumatisé. J'avais pour lui donc la plus grande affection. Nous étions dans le même bloc à ce moment-là. Et bon, comme la plupart du temps, cette fois-là, par la suite, avec l'expérience, nous pensions que en passant devant la sélection, il fallait montrer bonne mine, alors que nous avions nous avions une apparence, une tête complètement cadavérique et blanche. Alors nous nous giflions mutuellement pour essayer de nous colorer un petit peu la figure. Et ensuite, quand on nous appelait, nous passions donc devant le SS, et puis c'était tout. Alors bon, comme nous étions déjà passés au travers un certain nombre de fois, on pense toujours que ça peut continuer. Et puis, bon, et quelques jours après, comme je venais de vous l'expliquer, on appelle donc mon numéro, on me donne ma ration et je vais d'un côté. Nous étions ensemble, donc on appelle son numéro. Alors 2 Polonais se saisissent de lui et dit « Toi, tu te mets là ». Alors, moi tout de suite, j'ai compris la situation. Lui aussi, il est resté imperturbable. Et puis, j'étais comme pétrifié. Il me faisait des sourires et des signes de dire « T'inquiète pas, il ne peut rien m'arriver, ça ira bien ». Alors, j'étais complètement abattu, complètement désespéré, et je crois que j'ai pleuré. Ensuite, rapidement, les camions sont arrivés, on l'a fait monter. Il était sur le bord du camion, les camions démarraient. Il me faisait des sourires et des signes. Et puis, aujourd'hui, j'ai même oublié son nom et son prénom. Mais je revois encore son visage alors que j'étais en larmes, et son sourire, et qui me consolait de loin, d'un air de dire ça va bien, ça va bien. Et le camion est parti. Bon. Alors les sélections se passaient comme ça, systématiquement. Moi je pense, personnellement, que j'ai dû être sélectionné. Et je crois que je l'ai entendu dire que Weitz, qui avait
un grand pouvoir à l'intérieur du camp parce que c'était un homme d'une très grande stature, à la fois professionnelle et humaine aussi. Il avait une très grande dimension, cet homme. Qu'il arrivait à sauver quelquefois des gens parce qu'il était influent dans l'administration et il était possible qu'il y ait une sorte de micmac entre les fichiers, enfin ceux qui les détenaient, parce que ce n'était pas les SS qui par la suite les détenaient, mais les remettaient à ceux qui étaient dans l'administration du camp. Ce devait être soit ou des Polonais ou des droits communs. Et que dans certains cas, il pouvait négocier ces fichiers. Il devait savoir qui était pris dans la sélection et qui ne l'était pas. Et c'est un miracle. Je n'ai jamais compris que je n'ai jamais été pris dans une de ces sélections alors que je tenais à peine debout, que je n'avais que la peau et les os, au point même de pouvoir tenir à peine debout. Alors, ça c'est un autre miracle, mais Weitz, que j'ai revu après la guerre, il n'a jamais rien dit de tout cela. Et je ne sais toujours pas si c'est son intervention occulte qui a pu me sauver des sélections. Mais il m'a sauvé aussi autrement d'une mort certaine lorsque j'étais au KB. C'est ce que vous nous avez raconté la dernière fois à la suite de cette bronchite. J'avais fait une double bronchopneumonie et ça ne pardonnait pas là-bas. Ça, c'était à quel moment à peu près de votre déportation? Alors, c'était au courant de l'hiver 43-44. Ça devait être, je pense, en janvier. D'accord. Donc c'était votre premier hiver, Oui, c'était mon premier hiver. J'avais rencontré, pour expliquer cette situation-là, on nous avait donné un petit pull quand même, pour mettre en dessous du pyjama rayé, mais c'était très largement insuffisant, bien sûr. Un STO français qui était du Midi et qui m'a dit: tiens, si tu me donnes ton pull, je te donnerai une boule de pain. Alors, comme nous étions continuellement, en permanence, devrais-je dire, tiraillés par la faim, j'ai dit: bon, foutu pour foutu. Après tout, au moins, si je dois mourir, ce sera peut-être avec un estomac un peu moins vide. Alors j'ai dit: bon, c'est très bien. Alors comme convenu, j'ai déposé dans ce pull dans un endroit qui avait été prédéterminé, emballé dans une feuille de papier ciment. Et donc, il a récupéré ce pull, mais encore aujourd'hui, j'attends la boule de pain. De sorte que, bien entendu, j'ai pris un coup de froid et j'ai contracté donc cette bronchopneumonie double, pour laquelle j'ai été admis au KB avec une très, très forte température. Et très rapidement, j'ai perdu connaissance, j'ai perdu conscience. Comme je vous l'avais dit, le KB était fait pour récupérer au maximum sous 8 ou 10 jours. J'y suis resté 3 semaines, très largement hors délai,
en quelque sorte. Ce n'était sûrement pas d'une façon gratuite. Je n'ai pas eu du tout l'impression d'être resté longtemps parce que j'ai dû avoir un coma prolongé. Et bon, je sais que j'ai été hospitalisé, j'ai partagé la même couche que Marcel Sturze à ce moment-là. Et donc j'ai perdu complètement conscience. J'ai eu un trou noir. Sauf à un certain moment, j'ai vécu une sorte de conscience de ce coma dont j'ai conservé un certain souvenir. Je ne sais pas si je peux en parler, parce que ceci, bon, c'est un peu le côté clinique, si vous voulez, de la chose, mais je peux en parler. Bon, pendant un certain laps de temps que je ne peux pas définir, il m'a semblé avoir repris conscience et puis je me suis, alors qu'avant, quand j'ai été hospitalisé, je ressentais des douleurs au niveau du thorax, des douleurs extrêmement fortes, des impressions d'arrachement pulmonaire, tellement c'était douloureux. À ce moment-là, mes douleurs s'étaient complètement calmées. J'ai ressenti une sorte de bien-être physique et mental. Je crois que je me suis jamais peut-être resté longtemps parce que j'ai dû avoir un coma prolongé. Et bon, je sais que j'ai été hospitalisé, j'ai partagé la même couche que Marcel Sturze à ce moment-là. Et donc j'ai perdu complètement conscience. J'ai eu un trou noir. Sauf à un certain moment, j'ai vécu une sorte de conscience de ce coma dont j'ai conservé un certain souvenir. Je ne sais pas si je peux en parler, parce que ceci, bon, c'est un peu le côté clinique, si vous voulez, de la chose, mais je peux en parler. Bon, pendant un certain laps de temps que je ne peux pas définir, il m'a semblé avoir repris conscience et puis je me suis, alors qu'avant, quand j'ai été hospitalisé, je ressentais des douleurs au niveau du thorax, des douleurs extrêmement fortes, des impressions d'arrachement pulmonaire, tellement c'était douloureux. À ce moment-là, mes douleurs s'étaient complètement calmées. J'ai ressenti une sorte de bien-être physique et mental. Je crois que je me suis jamais aussi bien senti de toute mon existence. Une sensation de flottement aussi, une sensation d'immatérialité. Et dans cet état, j'ai souvenance d'avoir vu des couleurs, des impressions de couleurs qui défilaient un peu à la manière d'un kaléidoscope. Des couleurs qui n'existent pas, que je n'ai jamais revues, avec une dominante un peu rose, un peu violette, et qui défilait presque comme une sorte d'algorithme.
et des sons comme je n'avais jamais entendu de ma vie, une sorte de musique absolument incroyable et douce. Et je ne sais pas combien de temps cette sensation de plénitude et pratiquement de bonheur même a pu durer. Et ça a été encore le trou noir. Et puis, un jour, j'ai repris conscience et j'ai ressenti des douleurs absolument atroces au niveau de mes poumons, avec les mêmes sensations d'arrachement. Et bon, Weitz, je le voyais assez souvent, puisque c'est lui qui me soignait. Et je suis donc resté encore quelques jours au Cabé à souffrir d'une façon abominable. Et un matin, il m'a dit je te mets dehors. Tu peux plus rester, je te mets dehors. Alors, j'avais compris que j'étais resté pas mal de temps. Je ne pouvais rien dire et je savais que s'il le faisait, ce n'était pas pour m'embêter. Il y avait d'autres malades et ça pouvait être aussi une sélection du Cabé, parce que dans le Cabé, il y avait des sélections et ceux qui n'étaient pas récupérables, ils montaient dans les camions et ils disparaissaient. Et c'est ainsi que je me suis trouvé vidé du Cabé. Mais dans cet intervalle, je me suis trouvé dans une situation qui était... Ça fait rien, j'en parle, quoi que ce soit, presque un secret d'État, parce qu'il faut que je le fasse. Lorsque je suis allé mieux, j'ai vu arriver un homme qui venait d'être admis donc, à la Bouna, qui venait d'arriver à la Bouna, et qui était un gaillard apparemment en bon état, un homme bien bâti, et qui manifestement protestait de la condition de vie qui lui était faite. J'ai trouvé ça un peu bizarre, tout à fait singulier. Alors, on l'appelle par son numéro et il ne répond pas. Il a fallu qu'on le cherche. Le Pfleger, c'est-à-dire l'infirmier, le recherche et il commence un petit peu à l'engueuler. Il dit, il faut que tu retiennes ton numéro parce que tu vas avoir des problèmes. Alors, il s'est mis à protester. Il me dit non, je ne suis pas le numéro que l'on venait d'appeler. Je n'ai plus la souvenance exacte de la série de son numéro. Et il se lève et puis il dit avec dignité, non, je ne suis pas ce numéro, je suis le marquis de Polignac. Et je refuse qu'on m'appelle par ce numéro. C'était absolument théâtral. Et le Pfleger s'est mis, bon, monsieur de Polignac, vous vous recouchez. Donc, il a protesté à nouveau, dit marquis de Polignac. Et effectivement, il est allé se recoucher. Weitz est venu le voir. Je crois qu'il lui a fait une saignée. Et il est mort quelques heures après. Apparemment, cet homme paraissait être en bonne santé. De quoi pouvait-il être mort? Ou d'une crise cardiaque?
mais c'est assez peu probable. Je pense qu'il est mort d'un coma diabétique. Ça me paraît plus plausible. Alors, on a pris son cadavre, on l'a mis sur un brancard métallique, toujours nu. On a mouillé son torse et avec un crayon, comme on les bouchait pour marquer la viande, on a inscrit sur sa poitrine, tout grand, son numéro matricule, et puis sur sa jambe, et on l'a emmené pour le mettre sur le tas de tous les déportés qui étaient morts au Cabé, en attendant qu'on vienne les chercher pour les emmener à Birkenau, les incinérer. Alors, cette histoire m'a, sur le moment, beaucoup interpellé. Et je considère qu'il ne pouvait pas mentir. Un homme dans cette situation-là, je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait à ne pas dire qui il était. Et que pouvait donc faire un marquis de Polignac qui était forcément un membre de la famille de Monaco. C'est une question que je me suis posée et que je n'ai jamais résolue. J'ai souhaité, après la guerre, élucider un petit peu cette question, ne serait-ce que pour aller voir de la famille s'il en avait. Et puis, comme j'ai eu tellement d'autres problèmes à faire, je m'en suis abstenu jusqu'il y a peut-être 7-8 ans. J'ai eu l'envie d'aller visiter le cimetière de Picpus, dans le 12e arrondissement, près de la Nation, parce que j'habite tout à côté. Je me suis trouvé interpellé par le fait que j'ai vu plusieurs caveaux qui portaient le nom de Polignac. Alors, ceci est revenu en surface. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'on a dû trouver qu'il était mort à Auschwitz. Il y a peut-être une trace de lui, une plaque, une inscription. J'ai regardé, il n'y avait rien. Je crois qu'il y a 3 caveaux qui appartiennent aux différentes branches des Polignac. Et j'ai donc posé la question au conservateur donc de ce cimetière, mais il me dit, monsieur, il n'y a pas de marquis de Polignac, il n'y en a jamais eu, sans quoi je le saurais, puisque je connais la maison des Polignac, que je vois très souvent quand ils viennent au cimetière se recueillir devant les caveaux de famille. J'ai dit, écoutez, moi je suis désolé, j'ai rencontré un homme qui a affirmé être un marquis de Polignac et il ne pouvait pas mentir dans cette situation. Alors il m'a dit, ça me paraît tout à fait incrédible. Il y a eu d'autres membres, enfin, mais pas de marquis. Mais il dit, bon, je poserai la question quand je verrai certains membres de la famille de Polignac. Et ceci, vous savez, c'est un secret un secret politique, pratiquement, que je révèle. Il me dit, je posais la question. Quelques jours après, je reçois un coup de téléphone du conservateur du cimetière. Il me dit, monsieur Zilbermin, vous avez raison, on m'a confirmé,
l'existence d'un marquis de Polignac, mais je ne peux pas vous en dire plus, parce que même encore aujourd'hui, c'est de la dynamite. Et c'est longtemps après que j'ai su ce que la famille monégasque, comment elle s'est comportée, du moins pendant l'occupation, et sa collaboration avec les nazis, de façon très poussée. Et enfin, il avait dit avant de mourir qu'il travaillait au casino de Monaco. Et une de ses fonctions, c'était de consoler parfois les perdants. Et c'est tout ce que je sais de cet homme. Alors, le conservateur m'a dit, j'en ai parlé, et on m'a dit qu'on vous rappellera, qu'on prendra contact, la famille de Polignac se mettra en rapport avec vous. Je lui dis bien volontiers si je peux lui apporter des informations. Alors, j'attends toujours. Donc le mystère n'est pas résolu de ce que faisait... Le mystère... Parce qu'il n'y avait pas de résistant français, enfin il n'y avait pas de résistant français à Bunamonovitz, hein. Il y avait pas de français. Certains disent qu'il y avait une petite structure qui s'est installée, mais ça me paraît incrédible, ou alors elle était en état embryonnaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait que des Français juifs. Il n'y avait pas de, comme dans, même, il y a eu trois convois peut-être de. Oui, je sais que Marcel Paul a été à Auschwitz, a été tatoué, par exemple. J'ai très bien connu Marcel Paul à Buchenwald. C'est le convoi des tatoués qui est vraiment unique pratiquement en son genre. Oui, c'est ça. Mais ça a été une erreur d'aiguillage. Il est arrivé donc, je crois, à Birkenau avec un convoi de Français communistes et résistants. Et puis, 2-3 jours, on l'a mis en quarantaine, et quelques jours après, on les a expédiés à Buchenwald. Ils ne sont pas restés... C'est ça, c'était au printemps 44. Il y a eu un autre convoi, me semble-t-il, de résistants français, plus évidemment celui des femmes résistantes en 43. Il n'y avait pas de femmes. Mais oui, c'était dans le dernier, non? À Buna. Oui, non, qui était arrivé à Birkenau en 1943. Mais là, donc, c'est vrai que cette présence est très, très mystérieuse et très... Oui. Par contre, il y avait pas mal de Français. Il y avait un camp de quarantaine à la Buna avec des Français, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était des STO ou des... Non, ça devait être, je pense, des STO ou des prisonniers de guerre qui avaient essayé de s'évader. Alors, on leur proposait deux options. Ou bien on les mettait dans un camp de travail disciplinaire très rigoureux, du genre Ravarouchka, qui se trouvait comme par hasard en Silésie également, où on leur proposait une quarantaine dans un autre camp, sans leur dire lequel. Alors, dans le camp disciplinaire, ils devaient y rester jusqu'à la fin de la guerre, tandis que là, ils étaient en quarantaine. Et ces imbéciles ne connaissaient pas apparemment la perversité des SS, optaient pour une quarantaine. Donc, on les envoyait chez nous. Ils n'étaient pas astreints au travail de la Buna, mais de loin, on pouvait les voir faire de la gymnastique qui les épuisait. On appelait ça faire du sport, où on les faisait se lever, s'allonger, se relever pendant des heures et des heures, de sorte qu'ils étaient aussi exténués presque que nous qui travaillons. Et on leur disait... Maintenant, si vous dites à leur libération quoi que ce soit de ce que vous avez vu ici, vous reviendrez dans ce camp, non pas en quarantaine,
mais avec les autres, parce qu'eux nous voyaient. Alors, à partir de là, ils fermaient leur gueule. Peut-être que le marquis de Polignac était issu de ce camp de quarantaine, peut-être. Je ne peux rien dire. Il n'était pas mon petit copain. Je n'ai même pas eu à dialoguer avec lui parce que j'étais moi-même dans un état tel que, puisque je sortais en fait de mon coma. Et j'ai donc été fortuitement témoin de ce que je viens de vous dire. Donc, moi, je ne sais rien. Peut-être que Robert Weitz et le docteur Lubitsch, eux, savaient, mais maintenant, ils sont morts tous les deux. Et je ne peux rien dire d'autre que ce que je viens de témoigner. Alors, Monsieur Zilbermin, Oui. si vous voulez bien, je voudrais maintenant que vous parliez de... On va peut-être changer de cassette. Et Oui. il y a Donc, 60 ans. Oui, lorsque, à la fin de la guerre, de quelle manière cette marche de la mort s'est produite, oui. Alors bon, je vous épargne beaucoup de péripéties, bien entendu, de mon existence et de tout ce que j'ai pu subir, entre autres, jusqu'en janvier 1945, et je vous garantis que c'était bien gratiné, parce que personne ne m'a jamais fait de cadeau. Ne m'épargnez rien. Si vous pensez que quelque chose doit être dit maintenant, c'est Oh, le moment. j'aurais encore beaucoup de choses à dire. Mais je vous en prie. Oh non, ça peut durer des heures. Lorsque j'étais au Nouvel Obs, je suis resté avec Claude Veil et puis Alain Chouffant pendant plus de 6 heures. Nous n'avons... il ne voulait plus me lâcher. Il m'a dit, dans ces 6 heures, il y a là la matière de faire largement un livre de haute densité. Mais bien sûr, on ne peut pas être absolument exhaustif, mais s'il y a quelque chose dont vous pensez que ce soit... qu'il est absolument nécessaire de le rapporter ici, et que je n'ai pas posé la question, je vous en prie, faites-le. Oh, beaucoup de choses. Mais bon... en dehors de cet événement de la sélection qui m'a beaucoup affecté, et aujourd'hui encore, je revois ce visage et puis j'ai oublié son nom. C'était effarant, je ne saurais même pas dire qui il était, sauf c'était un bon petit gars des Lilas, c'est tout. Bon... par la suite, vous savez, bon, j'ai tellement de choses à dire, on ne peut pas raconter 2 années en 2 heures, ou même en 20 heures. Il y a eu les bombardements aussi. Ah oui, voilà un événement important. Lorsqu'on a commencé à bombarder la Bouna, oui, j'aurais pu aussi parler de différentes exécutions auxquelles j'ai été amené d'assister. Des pendaisons qui se passaient dans des conditions tout à fait ignominieuses. Je vous propose donc de parler des bombardements, effectivement, Donc je laisse de côté les pendaisons. Attendez, parce que je veux bien que quelqu'un... Oui, ça a commencé, je crois, le 20 juillet, me semble-t-il, 1944. Alors, qu'est-ce qui se passait pendant les bombardements? Alors, pour vous, pour les déportés Pour les déportés, c'était très simple. Avant, il ne se passait rien d'autre que ce qui se passait tous les jours dans les chantiers de construction. Et puis, un beau jour, il y a eu ce qu'on appelle un flic-alarme, c'est-à-dire une alerte contre-avion, avec des hurlements de sirène. Donc j'étais sur les chantiers et
à ce moment-là, on a entendu de loin d'intenses vrombissements lointains qui, en se rapprochant, et on a vu arriver des vagues entières de bombardiers. Il s'agissait de super bombardiers qui scintillaient dans le soleil. Et à ce moment-là, la flaque s'est mise à tonner de tous les côtés parce qu'ils avaient installé une très grosse quantité de flaques. La flaque, c'était la DCA. Et ces canons, qui étaient des canons puissants, se mettaient tous à hurler d'une façon abominable, puisqu'ils étaient autour de nous, pendant le vromissement des moteurs, et ils sont passés au-dessus de nous. Nous étions heureux comme tout de voir qu'il s'agissait de bombardiers américains. Je n'ai jamais vu autant d'avions dans le ciel. C'était comme des nuées de mouches qui arrivaient d'en haut, et on s'est dit « Ah, mon Dieu !» Et puis, d'un seul coup, ça a été des hurlements, des sortes de sifflements de sirènes, des explosions autour de nous, et ça a été abominable. Nous avons été littéralement surpris par ces bombardements qui étaient en tapis, ce qui faisait en sorte que sur un espace, il se produisait des cratères, les uns à côté des autres, et souvent qui s'imbriquaient eux-mêmes. L'espace qui avait été bombardé de cette manière en tapis prenait l'allure d'un paysage lunaire, avec des cratères. Alors, ce jour-là, j'étais dans un commando de Schlosser, c'est-à-dire Schlosser, ça veut dire serrurier, enfin, mais par extension, c'était quelqu'un qui travaillait un peu dans la mécanique. On m'avait donné dans un bâtiment un travail qui consistait à tronçonner des tuyaux avec une scie à main, et je faisais ça toute la journée. Plutôt que de travailler sur le terrassement, c'était un commando fantastique. Alors c'était un grand bâtiment. Alors on nous a donné l'ordre, parce que c'était le premier bombardement, d'aller dans la cave. Et là, nous avons entendu le sifflement des bombes, la flaque qui tenait de tous les côtés. C'était horrible. Et dans cette cave, il y avait un dépôt où étaient entreposées des plaques métalliques. Et comme les bombes tombaient autour de nous, ces plaques métalliques se mettaient à vibrer et à sauter. Et on se disait, ça y est, ça va être pour nous, on va être touchés, on est foutus. Et les bruits étaient tellement forts que... Et puis, ça, vous savez, ça secoue. J'ai essayé le moyen de m'abriter derrière ces plaques, entre différentes plaques. Je me suis dit, peut-être que si un bombardement, ça peut résister. Et lorsque le bombardement a cessé, nous sommes sortis, et là nous avons vu que la moitié du bâtiment où nous étions dans la cave avait été détruit. C'est ce qui explique à quel point nous avons été secoués. Et plein de cratères autour de nous. Alors, ça faisait du bien de voir ça.
Et d'un autre côté, on se disait non seulement on l'a échappé belle, mais on était heureux de voir ça. Il dit pourvu qu'il continue. Et mon Dieu, ça n'a pas loupé. Seulement, le lendemain, ils sont revenus. Des bombes sont tombées également dans le camp de Bouna, parce qu'il n'y avait simplement qu'une route qui séparait l'usine du camp. Et cela fait une vingtaine de morts, je crois me souvenir. Donc le lendemain, les bombardements, les bombardiers sont revenus et on nous a dit terminé, nous on n'a plus le droit de s'abriter dans les caves, c'est uniquement pour les civils allemands, polonais, les prisonniers de guerre anglais, parce qu'il y avait à côté un prisonnier de guerre anglais. Mais nous, on reste sur place, on va juste un petit peu, on reste groupé par commando. Alors, bon. À côté, donc, de ce BAU, ça veut dire bâtiment, il y avait une assez grande excavation qui devait avoir 5 ou 6 mètres de diamètre, dans laquelle il y avait un énorme, d'énormes tuyaux en forme de siphon. J'ai dit, bon, je vais m'abriter là. Alors le capot, il commence par me donner des coups de pioche sur la tête. Il me dit, tu sors de là et tu viens avec nous. Je proteste, il dit, je risque rien, peut-être dans un trou comme ça. Je peux être abrité. Il me dit, tu continues, je te tue. Tout. Alors je sors donc de cette excavation pour aller dans un espace qui n'était pas abrité, mais où il n'y avait pas de bâtiment, et où pensait-on une probabilité, il y avait une probabilité moindre de recevoir des bombes. Alors, pendant les bombardements, après, les Allemands émettaient des brouillards artificiels avec un produit, de sorte qu'on ne voyait plus rien. C'était il y avait des tonneaux dans lesquels il y avait un produit qui, au contact de l'air, faisait un brouillard très dense et qui pouvait avoir plusieurs mètres de haut. Parce que la Luftwaffe pensait qu'avec ce produit, il pouvait masquer l'usine de Ligefarben et déstabiliser les bombardements. Or, il ne savait pas à l'époque que même en bombardant de haut, il devait bombarder à 6000 mètres, donc c'était une précision très, très relative. Si visuellement on ne peut plus rien voir, la Luftwaffe ne savait pas que les bombardiers disposaient de radars pour leur repérage et que ça ne servait strictement pas à grand-chose. Alors les bombardements ont continué et à chaque fois c'était toujours tangent parce que où les bombes tombaient sur un secteur, vous savez, quelquefois toujours le même, où ça se déplaçait, mais il n'y avait plus rien après. Ce n'était pas comme les bombardements piqués qui étaient des bombardements de précision. Non, on larguait toutes les bombes sur une zone et puis on détruisait tout ce qu'il y avait dans cette zone. Alors c'était encore le cas. Nous en avons réchappé et lorsque nous sommes, après la fin de l'alerte, revenus donc, vers le bâtiment où je travaillais, eh bien, il n'y avait plus qu'un tas de ruines. Et ça a été déjà une chance
de ne pas être resté dans la cave, parce que tout était détruit. Et alors j'étais intrigué par tous les cratères qu'il y avait, parce que c'était des bombes de 250 kilos, ce qui était déjà des très grosses bombes pour des bombardements de masse. Il y avait des bombes beaucoup plus puissantes d'1 tonne, mais c'était pour des largages de précision. Alors je vais vers mon siphon. À la place de ce siphon, il y avait un énorme cratère. Le destin, voyez-vous, si j'étais resté dans ce siphon, dans ce trou, une bombe était tombée en plein dedans et j'aurais été transformé en chaleur et en lumière. On a l'impression des fois que le destin est contre vous et puis finalement il se retourne à votre avantage. Autre situation de bombardement, du coup il n'y avait plus rien à faire dans ce bâtiment, je n'étais plus un schlosser. Alors on m'avait... comme il y avait plein de bombes qui n'avaient pas explosé, j'ai été pris dans ce qu'on appelle le Springkommando. Springen en allemand, ça veut dire sauter. Et le Springkommando était destiné à ceux qui appartenaient à sauter. Avec les bombes qui n'avaient pas explosé et que l'on était obligé de déterrer à nos risques et périls. Et donc je me suis trouvé affecté à ce genre de commando et on s'est dit on peut exploser en manipulant la bombe et là il n'y a plus rien. Alors quelquefois ces bombes étaient encastrées dans des bâtiments dans le béton ou alors dans la terre sans avoir explosé ou qui étaient simplement éventrés sans être explosés. Alors, il y avait un officier de la Luftwaffe qui était là, qui nous indiquait comment désamorcer et comment retirer la bombe. Et pendant qu'il nous indiquait la manière de s'y prendre, il se mettait à 50 mètres de là en nous disant « faites ceci, faites cela ». Et pour ce qui me concerne, bon, je ne sais pas si c'était la chance ou la malchance. Il n'y a pas eu de bombes qui ont explosé, mais ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Par contre, de temps en temps, il y a un camion qui venait et il fallait ramasser les petits morceaux. Alors c'était des troncs, des têtes, des bras, des gens qui avaient été éventrés ou projetés. Et comme ça, pratiquement, jusqu'à la fin de l'année 44. Et une autre fois, alors là, ça, il faut que je le raconte aussi parce que c'était affreux. Il y a de nouveau un bombardement avec les vagues de bombardiers qui arrivent toujours. C'était devenu, donc on a fini par s'y habituer, dans la mesure où on peut s'habituer à ce genre de situation. C'était en fin de matinée, le capot avec plusieurs de mes camarades, ils m'ont dit, bon, vous allez aller chercher un caisson de soupe de Bouna qui nous était destiné pour
pour la pause de midi. Alors, donc, on va vers le dépôt et nous avions des espèces de planches en bois pour les mettre dans les anses d'un assez gros caisson qui était à peu près haut comme ça et large comme ça, qui contenait pour chaque commando un certain nombre de litres de soupe. Et on commence à le ramener. C'est à ce moment-là que la flaque, de nouveau, se met en action. C'était des canons quand même, je crois, de 80 ou 90 mm. C'était ce qu'il y avait de plus puissant comme canon de DCA à l'époque. Et ça faisait comme des hurlements. Ces tirs de canon, ça faisait ouh, ouh, ouh. Et de tous les côtés, ça faisait un bruit avec des échos infernales. Les sirènes se sont mis après à hurler. On a recommencé, donc par conséquent, à remettre du brouillard artificiel. Alors, on a tout laissé, nous sommes allés sur un terrain vague et puis on s'est allongé. Et nous étions passés la consigne de dire qu'en cas de bombardement, si dans l'éventualité où les bombes devaient exploser toutes proches de nous, il fallait se mettre un bras comme ça, de manière à se protéger, de manière à ce que le souffle ne nous rentre pas ni par la bouche, ni par les narines, parce que là, ça faisait éclater les poumons. Alors c'est ce que j'ai fait, et puis nous sommes jetés à terre, les uns contre les autres. Nous étions 3, et le bombardement a eu lieu. Et puis à un moment donné, j'ai senti que j'étais littéralement soulevé de terre. Mais je n'ai pas réussi, enfin je n'ai pas été projeté, mais simplement recouvert de terre et de pierre. Alors on était quand même un petit peu sonné, enfin j'étais un petit peu sonné, et je suis resté là figé, parce que bon, dans ce genre de situation-là, on reste figé à la fois par la peur et puis foutu pour foutu, on ne peut rien faire de toute façon. Et à la fin du bombardement, je prends mon copain, je dis bon, on peut se lever. Il ne bouge pas. Je remue mon camarade qui était à côté, il ne bouge pas. Alors bon, j'étais quand même un petit peu abruti. Je me relève, il reste allongé. Et c'est là que j'ai vu qu'un éclat de bombe, pardon, avait pénétré le cou d'un de mes camarades et était ressorti par le bas-ventre. Et puis, celui de l'autre côté était mort aussi. Et devant nous, nous étions presque au bord d'un cratère. Parce que finalement, une bombe avait explosé à je ne sais plus combien de mètres un cratère. Un cratère de bombe de 250 kilos, ça devait faire un cratère facilement de 10 mètres. 10-15 mètres. Donc cette bombe était tombée à 10, 15 ou 20 mètres de nous. Et bon, voilà une des conséquences. Alors je m'étais retrouvé seul, et dans le brouillard, on ne peut plus s'orienter parce qu'on ne voit rien du tout. Ce brouillard, ça vous brûle les narines, la gorge, les yeux. Et on était obligé d'avancer comme ça, à tâtonnement. Alors là, il y avait une petite voie de chemin de fer
par lequel il y avait des petits trains qui passaient pour transporter disons des matériaux ou simplement des bennes avec de la terre ou des agrégats ou du charbon. Alors je me suis dit, bon, ben, je vais suivre cette voie et puis je vais essayer de retrouver mon commando comme ça, parce qu'il est impossible de s'orienter. Et puis, encore une nouvelle chance. J'avançais donc dans cette voie de chemin de fer, d'un seul coup, j'entends en allemand « Halt !» Alors, j'étais un peu surpris. De nouveau un hurlement « Halt !» Alors je reste figé et j'ai levé les bras. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais en bordure de l'usine et que j'étais tombé sur un garde allemand qui m'avait mis en joue. Et il me demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Alors, je lui dis en allemand « Ich sehe gar nichts und ich suche mein Kommando ». Donc ça voulait dire « Je ne vois rien, je suis complètement aveuglé et je cherche mon commando ». Et j'étais en joue, s'il avait voulu m'abattre, il aurait pu le faire sans problème. Alors il m'a dit « Québec, va-t'en, va ailleurs ». Ce que j'ai fait, et après avoir échappé aux bombes, j'ai failli être abattu comme un chien au cours de ces bombardements. Vous sentiez le front qui se rapprochait, vous entendiez tonner l'artillerie russe? Oui, mais un petit peu plus tard, parce que les choses, les phases de l'approche de l'armée rouge n'étaient pas aussi rapides. J'ai appris par la suite qu'il s'était arrêté à Varsovie, alors que ils avaient la possibilité disons, de s'activer. C'était au moment de l'offensive du maréchal Zhukov qui devait aboutir jusqu'à Berlin. Mais c'était après la prise de Varsovie et ils se sont arrêtés là pour des questions qui ont été très controversées par la suite sur le plan stratégique. Et politique d'ailleurs. Et politique. Mais en janvier 1945, est-ce que vous sentez dans les premiers jours, enfin dans cette première quinzaine qui précède l'évacuation du camp, est-ce que vous sentez l'agitation parmi les Allemands? Tout à fait. Nous avions eu l'écho qu'il y avait une révolte des Sonderkommando. Ça, c'est venu jusqu'à la Buna. Cet écho, parce que quand il y avait des gens de Birkenau qui venaient aussi à la Buna, qui rencontraient d'autres. Il y avait des médecins de la Buna qui allaient soigner aussi des SS. Weitz soignait également soit des SS, soit des soldats. Et je pense que il a dû leur piquer des sulfamides, des choses comme ça qu'il a pu m'administrer. Parce que c'est lui qui détenait des options quand il avait quelques médicaments pour sauver quelqu'un ou ne pas le sauver, s'il estimait que quelqu'un avait une meilleure probabilité de survie. Et comme il me connaissait très bien, puisque nous avons été ensemble à Drancy et puis fait partie du même transport, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Il a dû m'administrer des sulfamides et de l'aspirine, sinon dans le coma dans lequel j'étais, je ne pouvais plus être sauvé. Et je pense que les choses étaient déjà allées cliniquement trop loin.
Alors, oui, En janvier, où on en était, en fait, au jour qui précède l'évacuation, la oui. manière dont s'est passée cette Donc, évacuation. pendant cette période-là, il y a eu une période de flottement dans l'administration SS. Je dirais même 1 mois ou 2 avant, les SS que l'on voyait fréquemment ont disparu, ceux qui étaient dans les miradors également, et ils ont été progressivement remplacés par des Volkssturm. Les Volkssturm, c'était tout simplement la réserve, c'est-à-dire c'était des Allemands, mais qui avaient 50, 60 ans, voire davantage, et qui servaient de garde à la place des SS. Mais c'était de la Wehrmacht, enfin c'était des militaires? Non, c'était des civils qui avaient été... Parce que comme il manquait d'effectifs pour tenir les fronts, eh bien, tous les éléments jeunes étaient déplacés, même parmi la SS, pour reconstituer des bataillons sur le front de l'Est et peut-être le front de l'Ouest. Ça, on n'a rien expliqué, bien entendu, dans ce domaine. Et donc, dans les miradors et parmi les autres SS, on a vu des Allemands qui avaient un certain âge. Donc, c'était des civils qui avaient été incorporés, qui pouvaient encore porter un fusil. Et on sait qu'ils ont même, par la suite, incorporé même des enfants qui avaient mon âge, 14 ans, peut-être moins jeune. Ça, c'est un événement qui a été connu. Disons que les Américains, quand ils sont tombés sur des troupes qui étaient constituées de troupes où il y avait beaucoup d'enfants, étaient complètement ahuris. Et là, nos conditions d'existence ont commencé, si vous voulez, on sentait que la rigueur commençait un petit peu à baisser. À cette époque, les SS ont commencé à économiser leur main-d'œuvre, ce qui fait que tous les gens, et nous étions légion à avoir des plaies, des infections, des furoncles autour du cou, sur la tête, avec des pansements sur les mains, sur la tête, comme c'était quelque chose d'effarant de voir des gens qui allaient travailler comme ça pour Ligue Farben et la Bouna dans ces conditions-là. Et moi, j'avais plein de furoncles dans le cou. J'avais donc des rubans si vous voulez, de papier qu'on m'avait mis à l'infirmerie. Et puis un jour, donc, on était parti en musique pour sortir, aller dans la Bouna. J'entends des cris, mais je faisais pas attention parce que quand on passait devant les SS, nous étions par 5 comme des militaires à marcher au pas, et il fallait marcher en plaquant les bras, en plaquant sur les côtés, sans bouger. Je vous garantis que c'est très difficile de marcher au pas comme ça, parce que les gens qui marchent au pas remuent les bras en cadence. Nous, ils étaient plaqués le long des jambes. Alors, je n'avais pas compris, et puis d'un seul coup, je sens quelqu'un qui s'agrippe à mes épaules, et puis qui me retire du commando. Alors bon, c'était d'anciens déportés, alors je lui dis, mais was ist denn los? Qu'est-ce qui se passe? Il m'explique, Farband, le pansement, c'est le Farband. Et ils avaient reçu l'ordre que tous les déportés à ce moment-là, qui étaient malades ou qui avaient des pansements, soient épargnés et n'aillent plus en commando, de manière à maintenir un certain niveau de main-d'œuvre. Parce que, aussi, faut-il le dire, le débarquement
à l'époque, avait eu lieu. Et les convois qui venaient de France et d'ailleurs arrivaient dans des conditions plus difficiles. Certains jours, il n'y avait plus de convois, les voies de chemin de fer étaient bombardées, les gares de triage, les Allemands commençaient à évacuer la France et puis d'autres pays. Donc, on ramassait moins de gens, donc il y avait moins de transports qui arrivaient à Birkenau, d'une part, et d'autre part, la révolte du commando, du Sonderkommando, avait détruit, je ne sais plus quel crématoire, c'était peut-être le 3 ? Le 4, me semble-t-il. C'était le 4, oui, je ne sais plus exactement. Donc le rythme des gazages avait commencé à diminuer et je prends une expression vulgaire pour dire qu'une sorte de bordel, en quelque sorte, dans leur organisation, commençait à s'installer. Et ça se ressentait vivement au niveau des déportés. Oui, ça c'est perçu par vous. Oui, bien entendu que c'était perçu par nous. Les capots commençaient à nous embêter beaucoup moins. Ils se tenaient tranquilles. Et bon, nous profitions de la situation pour ralentir. À cette époque-là, j'avais été... je crois que les bombardements avaient cessé parce qu'ils avaient probablement estimé qu'ils avaient atteint leur objectif en détruisant certaines zones où, paraît-il, on commençait... Oui. Certaines zones où l'on commençait à produire du méthanol. Ces installations avaient dû être touchées et détruites. Donc les bombardements avaient commencé à cesser dès le mois d'août, fin août ou le mois de septembre. Et comme il n'y avait plus d'autre travail, il fallait donc remettre les bâtiments en état. Alors, après avoir été dans le Springkommando, et donc il n'y avait plus de bombes qui étaient visibles à retirer, on avait incorporé beaucoup de jeunes de la Buna dans un commando qu'on a appelé Mauerschule, c'est-à-dire école de maçons. Ah, ça existait aussi à Buna. À Buna, c'était parce qu'il n'y avait pas une Mauerschule au camp 1, enfin au camp central? Non, à ma connaissance, non. La Mauerschule a été constituée à Buna Manowitz, à Auschwitz III. Et vous avez été dedans? Et je me suis trouvé incorporé dans cette Mauerschule où le capot était je crois que c'était un politique, un triangle rouge, mais un type complètement abruti. Ça devait être un architecte ou un conducteur de travaux dans le civil. Il avait tout le temps mal à l'estomac, donc je présume qu'il devait avoir un ulcère. Alors quand il souffrait, il nous refilait de ces tabassés épouvantables. Et on nous faisait travailler le béton, le ciment, et on nous faisait après construire des petits bâtiments pour la SS et puis pour agrandir le camp. Alors donc avec des briques, on nous apprenait à faire le maçon, à l'issue de quoi nous devions remettre en état les bâtiments d'usine de briques, parce que pour la plupart, c'était en briques qu'il fallait reconstruire ou remettre les vitres des fenêtres en état, etc. Et c'était un travail soi-disant de spécialiste et beaucoup plus tranquille. Et ce n'était plus la rigueur des commandos qui
que j'ai connu dès le départ, où c'était l'extermination par le travail. Là, on nous indiquait une tâche et on la faisait. Alors, on le faisait, croyez-moi, à notre rythme, mais bon, on faisait plus ou moins sembler de travailler. Mais enfin, si on faisait un travail parce qu'il fallait le faire, c'était relativement tranquille. Vous étiez que les plus jeunes dans ce... Oui, si vous voulez, dans ce commando, parce que bon, nous avions été dans cette école de la Bouna. C'était la seule qui a été constituée à Bouna. Il y avait aussi à la Bouna, en prévision de l'extension du camp, un autre commando qui avait été constitué, le commando des Buchhalters. C'est-à-dire, comme il y avait de moins en moins de civils allemands, il leur fallait des comptables. Et un Buchhalter, c'était un comptable. Alors, on a donc constitué également un commando de comptables. Donc, on leur a mis des pyjamas rayés pratiquement neufs, bien propres, bien lavés, alors que nous, on avait des trucs enfin, nous étions habillés avec des guenilles rayées, soit tachées, soit avec de la rouille ou du charbon ou autre. Et si vous voulez, dans ces conditions, les conditions de vie ont tout de même commencé un petit peu à s'adoucir. Il y avait aussi un autre indice qui a un petit peu contribué à ce sentiment. C'était notre numéro qui était affiché sur la poitrine et sur le pantalon, qui était constitué bien entendu de notre numéro que nous avions tatoué. Mais au lieu d'avoir une étoile de David, dont une partie était rouge, qui était le symbole du politique, et une partie jaune, qui était le symbole du judaïsme, on a changé ça, on a remplacé, on nous a fait remplacer donc ce symbole en éliminant bien entendu l'étoile de David, et qu'on a remplacé par un triangle rouge comme les politiques. La politique avait la pointe du triangle orientée vers le haut, et nous, la pointe était orientée vers le bas pour une raison bien simple, c'est qu'il fallait malgré tout nous identifier comme juifs, et pour cela, on avait mis au-dessus donc de ce triangle, sur la partie large, un trait qui était jaune, et qui était celui de l'infamie juive. Alors vous voyez donc le triangle pointe en bas, et sur la partie haute, large, un trait qui était jaune, de sorte qu'on pouvait toujours nous identifier en tant que tel. Donc ce que vous me décrivez là, c'est en fait à partir en gros de septembre oui. 1944. Après les bombardements. Il y a eu quand même un très relatif adoucissement du régime. Oui, et puis peut-être après aussi, ça correspondait également, et c'est un détail extrêmement important, après la tentative d'assassinat d'Hitler qui a eu lieu comme par hasard en juillet. Alors vous voyez, je resitue, je ne le savais pas. Je sais que pendant 2-3 jours, personne ne savait pourquoi les SS avaient bloqué le camp, et on ne pouvait pas bouger. Et bon, j'ai compris que c'était pour maintenir en réserve les effectifs SS contre le putsch, contre Hitler, de manière à les utiliser en cas de besoin. Et donc, il y a eu un adoucissement de la rigueur.
j'imagine malgré tout que le 18 janvier 1945, date de l'évacuation du camp, vous trouve quand même très faible malgré Oui, cet adoucissement entre bien guillemets. entendu, j'étais ce qu'on appelle un musulman. Vous connaissiez cette expression, vous avez dû l'entendre. La plupart des déportés de Bouna étaient de véritables musulmans, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions une tête cadavérique avec des yeux exorbités. Tout ce qui était musculature, que ce soit du visage et du restant du corps, des jambes, des cuisses, des fesses, tout était résorbé. Tous nos os étaient apparents. Lorsque nous étions nus, nous pouvions voir l'anus de nos camarades qui étaient de dos, parce que notre bassin apparaissait d'une façon squelettique et il n'y avait plus que le ventre qui était gonflé avec de l'eau et puis la dysenterie aussi en prime. Dont je n'ai pas encore parlé, mais ça me revient, j'ai tellement de choses encore à commenter qu'avec la dysenterie, quelqu'un était obligé d'aller à la selle quelquefois plus de 30 fois par jour, et cela nous vidait littéralement. Et quelqu'un qui avait une de ces pathologies digestives comme la dysenterie, le typhus, et les amibiases, les choses comme ça. Au bout de 3-4 jours, il était mort. Et à cette période-là, il y avait moins de sélection aussi, puisqu'on ne pouvait pas systématiquement procéder aux mises à mort. Oui, je voulais dire, le terme était un petit peu oublié, c'est les fameuses gastro-entérites, vous voyez, toutes ces pathologies qui sont excessivement douloureuses. Nous avions mal au ventre pratiquement en permanence, hein. Il ne faut pas se le cacher. Et la diarrhée, la dysenterie, pour nous, était quelque chose de quotidien. Avec la nourriture que nous avions, ce n'était que de la flotte, disons. Donc, nous étions dans un tel état de faiblesse que si nous tombions, nous n'avions plus la force pratiquement de nous relever, ou alors c'était devenu quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, justement, comment vous avez tenu ce début de marche de la mort? Je n'ai pas de réponse. Je ne le sais pas moi-même, mais tout ce que je sais, c'est qu'il fallait résister, essayer du moins de résister, quelles que soient les conditions de vie, quelles que soient les situations. Il fallait résister avec l'énergie du désespoir, il fallait résister avec sa volonté, il fallait résister, il fallait s'accrocher avec ses mains, avec ses ongles, avec ses pieds, avec ses dents, mais il fallait résister. Et si on tenait encore 5 minutes, et encore 5 minutes, c'était toujours ça de gagner. Et quelquefois, c'était un répit, et puis tous les jours, c'était comme ça, il fallait recommencer. Et nous savions que c'était une lutte inégale et et un combat que nous perdrions de toute façon, mais on le faisait tout de même. C'était l'instinct de conservation en réalité qui nous faisait ça.
Vous avez écrit dans un article à propos de ces journées de marche de la mort, Oui, faites en plein hiver, pendant des jours et des nuits. oui, Vous avez écrit un moment que vous étiez spectateur de vous-même. oui. Oui, je voudrais encore un peu avant d'aborder ce chapitre, vous parler encore de l'Abouna. Oui, dans ces conditions de cachexie extrême, j'avais souhaité en finir. Et je me suis un jour, c'était je crois un dimanche, je devais être un dimanche où on ne travaillait pas. C'est parce que le dimanche, c'était assez rare, sauf le matin quelquefois. J'ai dit, ça ne sert plus à rien de résister, de survivre. Si on ne crève pas maintenant, on va crever demain ou après-demain, mais c'est inéluctable. Et à force de souffrir et d'endurer toutes ces souffrances qui ne menaient à rien, ça nous faisait regretter le sort qui avait été fait aux gens qui, dès l'arrivée, étaient gazés. Et nous pensions réellement qu'ils avaient eu cette chance d'être mis à mort tout de suite. Au moins n'avaient-ils pas eu à souffrir pendant des jours, des semaines et des mois. Et en pleine dépression, je dis je vais aller me foutre contre les barbelés et me faire abattre comme ça. Alors, c'est une résolution que j'avais commencé à mettre en œuvre. Et je me suis donc approché des barbelés et il y avait une ligne qu'il ne fallait pas franchir. C'était pas un barbelé, c'était une ligne, c'était des piquets qui étaient hauts comme ça, où passait un fil, et derrière il y avait une tête de mort où c'était mis Stau, c'est-à-dire la mort. Celui qui franchissait cette ligne, automatiquement, il était abattu, ou alors il fallait la sauter et se précipiter contre les barbelés qui étaient électrifiés. Alors je dis, oh, c'est pas la peine, je vais franchir tranquillement, posément cette ligne, et puis je vais tout bêtement me faire abattre tranquillement par le SS qui était sur le Mirador. Alors je me suis approché, et j'ai commencé à poser le pied sur le piquet de manière à marquer mon intention. Et le Mirador était peut-être à 20 ou 30 mètres de là. J'ai regardé vers le Mirador, je ne voyais pas grand-chose, mais je savais que j'étais vu, que j'étais observé et probablement mis en joue. Et je me suis dit, bon, ben, tranquillement, il a le temps de me viser, il ne fallait pas être loupé, je vais franchir ça, et puis ce sera terminé. Alors je suis resté là, je ne sais pas, quelque chose m'a bloqué après. Est-ce que j'ai été lâche? Je n'en sais rien, peut-être. Vous savez, quand vous décidez de mourir, calmement, posément, c'est pas aussi simple que ça, toujours. Et puis, je n'ai pas franchi cette limite. Je me suis retourné en restant à côté. Je dis, bon, ben, j'ai agacé ce SS. Il va me tirer dans le dos, ce sera pareil. Alors, aussi calmement, aussi posément, je suis reparti vers mon bloc et rien ne s'est produit. Une chose aussi qui s'est produite, c'est qu'à un moment donné, j'ai contribué à une sorte de révolte des musulmanes. Je ne sais pas si vous comprenez bien le sens de ce mot,
cette expression. Musulman, ça n'a rien à voir avec ce qui est musulman. Oui, mais rappelez-nous à ce moment-là ce que c'est. Mais... Oui, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un musulman. C'est un nom composé de l'allemand. Musel veut dire peine, homme de peine, et man, l'homme, qui est assujetti à cette peine. Mais la plupart ne le savent pas. Ils pensaient qu'un musulman, c'était quelqu'un de complètement décharné, complètement caché-xi. En réalité, ils n'ont pas été si loin. Il suffit de prendre un dictionnaire allemand et vous verrez Musel. Donc M-U-S. E-L, Musel, ça veut dire peine, homme de peine. Donc l'origine de musulman, c'est une association de mots associés au sens de la pénibilité qui était attribuée à l'homme qui était désigné ainsi. Alors voilà ce que c'était qu'un musulman. Donc comme il y avait pas mal de musulmans et de jeunes, on s'est dit il faut en finir un jour, de partir en commando, de crever, de souffrir, d'être battu. Je crois que c'était vers la fin de l'hiver 44. Et avec un groupe de mes camarades, je leur explique, c'est pas possible. Comme il n'y avait plus de sélection, j'ai dit il faut absolument y aller maintenant dans cette sélection parce qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus. Alors, au lieu de se mettre, et c'était de conventions express entre nous, de conventions express, nous sommes extraits de ces différents commandos et puis mis en marge. Ce qui fait que nous avons fait défaut aux effectifs nos différents commandos qui devaient sortir et qui étaient déjà comptabilisés, et nous sommes restés là. Et là, nous nous sommes trouvés face à face avec l'Arbeitslage, c'est-à-dire le SS chargé de l'organisation du travail dans le camp pour la Buna. Et qui nous dit « Was machen Sie denn hier ?» d'un air sarcastique, parce qu'il avait parfaitement compris la situation. Alors, je ne sais plus si c'est moi, c'est quelqu'un qui dit « Wir will nicht mehr arbeiten, nicht mehr raus aus Kommando ». Il nous regarde et avec un large sourire, il se met à nous dire « Was sagen Sie denn doch? Sie sind hier zum Faulen. Sie sind hier zum Krepieren und Sie werden raus nach Kommando. » Alors que nous avions espéré être abattus, il dit non, vous êtes ici pour pourrir. Faulen, ça veut dire pourrir. Sie sind jetzt zum Krepieren, c'est-à-dire qu'avant il fallait pourrir. Krepieren, c'était être tyrannisé, être torturé. Ça implique la notion de souffrance avant de mourir. Et c'était ça leur joie, leur bonheur, avant d'être annihilés. Il fallait passer par ce processus. Et il nous a dit, non, vous allez aller en commando avec un large sourire épanoui, parce qu'il avait senti qu'il avait réalisé cet objectif. Et cyniquement, on nous a mis un capot et on nous a fait sortir en commando. Et comme nous n'avons plus de commando spécial, je crois qu'on nous a amenés dans un endroit où finalement on est resté relativement tranquille. Mais nous avions la volonté totalement déterminée d'être exterminés à ce moment-là. Et ça, c'est un épisode tout à fait authentique. Aussi à Buna, je ne sais pas si
on vous en avait parlé. Il y avait des femmes, effectivement. Oui. Al-Abouna était le seul camp où, dans un baraquement, on a mis des femmes pour en faire un bordel. Oui, je vous le confirme. Mais il y avait un bordel à Auschwitz I, par exemple. Pas à ma connaissance. Ah, d'accord. Je ne le pense pas. Mais comme je n'étais pas à Auschwitz I, je ne peux rien vous dire. Mais je sais que aux alentours de juillet, on a vu arriver un certain nombre de femmes qui étaient habillées en civil et que l'on avait placées dans un baraquement où elles avaient l'air d'être, disons, bien traitées et gardées par un garde allemand en armes. Donc nous ne pouvions pas nous en approcher. Et l'usage qui était destiné à ces femmes, bien entendu, on le comprend, mais je ne sais pas pour qui il était destiné. Pour nous, certainement pas. C'était pas du tout leur souci. Mais je pense que c'était destiné à la hiérarchie du camp de manière à pouvoir maintenir une certaine cohésion dans cette hiérarchie. À la hiérarchie des détenus, en fait. Des détenus qui étaient donc destinés soit au capot, soit au chef de camp, soit au chef de bloc. Mais qui étaient ces femmes? Je ne sais pas. Certains disent qu'elles étaient polonaises. Je ne sais pas s'il y avait des juives. Peut-être étaient-elles destinées aussi à l'usage des SS. Je ne sais pas. À l'époque, j'étais dans un baraquement qui était presque en face de celui qu'elles occupaient, et de temps en temps, elles nous jetaient des morceaux de pain. Et c'est tout ce que je sais, mais je tiens à préciser qu'il y avait bien un bordel à la Bouna. Et si vous posez la question à Charles Palan ou à Sturze, il pourra vous le confirmer. Ou à d'autres détenus de la Bouna. C'était une des particularités. Parce que il faut dire que avant les bombardements, ils avaient commencé une extension aussi du camp de la Bouna, en continuant l'extension vers la fin du camp, et qui devait doubler ou tripler l'espace même du camp de la Bouna, et qui était destiné en fait à affecter une nouvelle main-d'œuvre pour travailler dans cette usine de la Bouna. Donc il fallait de nouveaux effectifs d'esclaves. Et il était probable que tout ça devait entrer dans une nouvelle organisation, parce que pour travailler en tant qu'ouvrier plus ou moins spécialisé, en tant qu'esclave plutôt spécialisé, il fallait peut-être adoucir les conditions de vie et maintenir une certaine condition sociale pour cette pseudo-hiérarchie. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et ceci peut-être pouvait s'expliquer dans ce sens. Alors donc, à part cela, nous arrivons donc vers la fin décembre,
Et pendant, je ne sais plus si c'est environ 1 mois ou plus ou moins, nous avions observé, parce que notre camp se trouvait en bordure de la route qui mène vers les Carpates, et c'était la direction aussi qui allait vers la Tchécoslovaquie et vers le cœur de l'Allemagne. Si vous prenez une carte, vous pourrez le vérifier. On a commencé petit à petit à voir des camions militaires qui passaient sur cette route et qui allaient dans cette direction. Et plus le temps passait, plus la densité de ces transports de troupes, qui en fait commençaient à refluer, passait de plus en plus fréquemment et d'une manière de plus en plus dense. Au point que ces transports passaient même la nuit. Nous entendions le vrombissement de ces camions. Jusqu'au jour où, au lointain, on a commencé à entendre des échos d'explosions. Parce que Auschwitz et sa région, c'est une immense plaine. Et où il y a relativement peu de végétation, avec la chaîne des Carpates qui était visible, donc nous étions relativement proches, qui amortissait ces échos, ce qui fait que nous les entendions à plus de 30 kilomètres. Et donc, en fait, c'était la canonnade des troupes soviétiques qui commençait à arriver et qui avançait progressivement et dont on entendait les échos de l'artillerie. Ce que beaucoup d'entre nous avaient commencé déjà à identifier. Et progressivement, ces échos avaient tendance à se rapprocher. Et on entendait de plus en plus la canonnade cette fois-ci, et non plus les échos. Et à ce moment-là, les reflux de l'armée étaient de plus en plus denses, à tel point que les transports de troupes qui refluaient se faisaient pratiquement sans discontinuer jour et nuit. Donc vous les voyiez passer devant vous avec les gens, avec les soldats ? Exactement. Nous étions peut-être entre 30 à 50 mètres de la route. La bordure, le camp était en bordure de la route, donc nous pouvions les voir. Et un jour, on nous dit nous allons quitter le camp. Nous allons évacuer le camp. Et effectivement, le lendemain, nous ne sortions plus dans l'usine, nous étions consignés dans le camp. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Primo Levi, lui, était au Cabet. Nous a dit, nous allons partir à pied. Alors, on nous a donné distribué une ration qui était constituée d'une tranche de pain qui était fabriquée avec de la sciure de bois, paraît-il. Ça ressemblait à tout sauf à du pain. Et puis une tranche de saucisson, je crois. Et puis on nous a dit rassemblement sur la place d'Appel et dans l'ordre, par baraquement, nous allons sortir. Alors certains se sont dit, tiens, pourquoi ne pas rester? Et puis en essayant de se cacher. Alors on s'est dit, bon, si on se cache, les Ansatz Commandos, de toute façon,
après le départ, vont arriver et avec des lance-flammes, ils vont détruire tous les baraquements en bois. C'était très facile et ça pouvait être très vite fait. C'est dit, c'est plus possible. Alors, est arrivé un ordre disant que ceux qui ne pouvaient pas marcher devaient rester au fond du camp. On s'est dit, il ne faut pas y aller, on va être liquidé par ces Einsatzkommando. Alors, vous voyez les différents réflexes. Alors, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire entre ces deux options? Il n'y en a qu'une, il fallait sortir et puis commencer la marche. Alors, dans début d'après-midi, je crois que c'était vers 14-15 heures, l'ordre est arrivé donc de quitter le camp et de sortir baraquement par baraquement. Alors, une de mes chances encore, là, j'étais dans un baraquement qui était en début du camp et je me trouvais parmi les premiers. En début de colonne? Oui, en tête de colonne. Et je ne le savais pas encore, et je ne savais pas pourquoi ça a été relativement une chance. Vous allez le comprendre facilement. C'est la tête de colonne qui indique le rythme de la marche. Si la tête de colonne marche vite, le reste suit. Et nous étions à peu près entre 13 et 15 000 hommes. Alors, ceux qui arrivaient derrière marchaient déjà beaucoup plus lentement et avec moins de régularité. Comme il y avait beaucoup de neige et avec nos galoches en bois, nous avions beaucoup de mal à avancer. Il fallait lever les pieds et puis pour écraser la neige. Ceux qui étaient derrière avaient moins de difficultés, mais étaient obligés de ralentir parce que si la tête de colonne ralentit, cela provoque un mouvement, si vous voulez, de balancement, et ça crée un chaos dans toutes les files qui se trouvent à l'arrière, ce qui est beaucoup plus fatigant. Alors que eux avaient par contre l'avantage de marcher sur une neige qui était déjà damée, mais avec l'inconvénient d'être plus glissante. Alors, au fur et à mesure que nous sortions du camp, nous étions encadrés par des vieux de la Volkssturm qui avaient autant de mal que nous à marcher et qui nous encadraient, et puis en fait ils nous embêtaient pas. C'était plutôt des braves types qui avaient pas du tout envie de nous embêter. Alors on a commencé à marcher. Et sur la route, le vent était épouvantable, le vent des Carpates. Quand on en parle encore aujourd'hui, tous les Polonais vous diront que c'est quelque chose, même pour eux maintenant, à supporter. Quoique maintenant, il n'y a plus d'hiver en Pologne. Mais à cette époque, tous les hivers qu'il y a eu pendant la guerre ont été parmi les plus rigoureux du siècle. Presque un peu comme hasard, comme quoi un malheur n'arrive jamais seul. Il y a toujours quelque chose de plus encore qui vient vous tourmenter. Et il y faisait un froid intense. À l'extérieur, c'était, nous disait-on, au moins 30 à moins 35 quand vers le soir. Nous n'avions pas de gants, pas de cache-colle. Comment pouvait-on tenir? Nous étions figés par le froid. Alors, nous étions obligés de marcher, toujours marcher. Et à force de marcher,
Nous étions complètement épuisés, alors qu'au départ, nous étions comme des militaires par colonne de 5, avec la fatigue. Les colonnes ont commencé à se disloquer et se constituer des grappes humaines qui marchaient les unes derrière les autres, et qui s'entrechoquaient, qui s'entrebousculaient, et puis les uns, à bout de force, commençaient à se laisser tomber, et on commençait à entendre des hurlements des SS, Schnell, weiter, weiter, dépêchez-vous, continuez toujours, et puis des aboiements de chiens aussi. Et puis on a commencé à entendre des détonations. On s'est dit, bon, on est en train d'achever ceux qui ne pouvaient plus continuer de marcher, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours cet instinct de conservation, cet instinct de survie. Malgré la fatigue, on continuait de marcher. Et même nos gardes-chournes étaient exténués. Alors il y en avait un qui marchait à côté de moi. À un moment donné, il me dit « Komm her ». Il prend son fusil, il me dit « Du Trag, Stas ». Il me redonne son fusil. Un Mauser, ça pèse 5 kilos. Comment voulez-vous que je porte ça en marchant? Je l'ai porté un petit peu. Et puis après, je me suis reculé pendant que lui, un peu allégé, continuait à marcher, puis à regarder devant soi parce qu'il souffrait autant. Et puis à ce moment-là, j'ai laissé tomber le fusil, de manière à ne plus avoir à le porter. Et j'ai continué. Donc, il ne me reconnaissait pas parce qu'il était à bout de fatigue. Et à un moment donné, il avait un rucksack, c'est-à-dire un espèce de petit sac à dos où il avait ses effets personnels. Il me dit « De Trag, Stas ». Alors, je l'ai pris et cette fois-ci, je dis « Tiens, s'il y a peut-être quelque chose dedans à piquer, s'il y a de la nourriture ». Alors, j'ai pris le sac, j'ai ouvert, j'ai passé ma main, je me souviens plus s'il y avait quelque chose dedans. Je crois qu'il ne devait avoir rien d'intéressant. Et j'ai refait la même chose. J'ai laissé tomber ce petit sac à dos par terre et puis terminé. Et je me suis fondu donc dans la masse. Alors, les SS avaient imaginé pour nos gardes-chournes, lorsqu'ils étaient fatigués, et pour qu'ils puissent se relayer, il y avait des voitures avec des chevaux dans lesquelles ils pouvaient entrer, enfin, sur lesquelles ils pouvaient se mettre de manière à se reposer. De sorte que finalement, à un moment donné, il n'y avait presque plus de vieux Volkssturm. La plupart étaient complètement désarmés pour la raison que je viens de vous dire, parce qu'ils nous refilaient tout ce qu'il fallait porter. C'était même inhumain pour eux, qui avaient également du mal à marcher, puisque c'était les Volkssturm, ils pouvaient avoir entre 50 et 70 ans, peut-être même au-delà. Et puis, la nuit est arrivée et nous, on continue à marcher. Et j'étais toujours en tête de colonne, plus ou moins, mais je n'en pouvais plus. Et on finit presque par s'endormir en marchant. Et ce qui était atroce, c'est que en marchant, j'avais mal aux jambes, j'avais mal aux pieds, j'avais mal dans toutes mes articulations. J'avais l'impression que toute la structure osseuse de mes pieds, qui était si douloureuse, sortait de mon enveloppe de peau, l'avait crevé, tellement ça me faisait souffrir, tellement ça me faisait mal.
Et je continuais à marcher, et on marchait. Et puis, à force de marcher, nous marchions comme des fantômes, sans savoir comment on marchait, presque dans un état second. On marchait et on s'est dit, il faut marcher, il faut marcher. Et on n'en pouvait plus. Et puis, bien souvent, je me disais, oh, je me laisse tomber, je me laisse tomber. On en finit, on va en finir. Et puis, bon, il y avait aussi ceux qui étaient à côté de moi, qui étaient malades, ceux qui avaient envie de faire pipi, et qui s'arrêtaient. Et si on s'arrêtait, on ne pouvait plus repartir avec le froid et la fatigue. Il y avait aussi ceux qui, malheureusement, avaient la dysenterie, qui étaient obligés de s'arrêter, et qui tombaient. Et quand on était à terre, on était piétiné par les autres. Et ceux qui étaient tombés n'avaient plus la force de se relever. Et les détonations se faisaient de plus en plus fréquentes. Et inconsciemment, on sentait, on comprenait ce que cela voulait dire dans la nuit. Et on marchait. On marchait pratiquement en état second. Et puis, à force de marcher, à force d'avoir mal partout, de souffrir, on arrive dans une sorte d'état second où on ne sent plus rien. On a juste vaguement conscience qu'on marchait, et en réalité, nous marchions d'une façon purement mécanique. Et chaque pas était un effort monstrueux à accomplir. Et on s'est dit, on se laisse tomber. Et puis, sur le point de se laisser tomber, non, moi, je me disais, bon, encore un pas. Et puis, je m'arrêtais. Et puis, encore un pas. Et nous nous entrechoquions en marchant. Et on avançait comme ça, petit à petit, petit à petit. Et puis, à un moment donné, s'est produit une sorte de phénomène que j'ai eu du mal à comprendre, mais que j'ai raconté cette histoire à Jean-Claude Pressac, que j'ai très bien connu, qui m'a expliqué que nous marchions dans une sorte d'état comateux, en fait, comme une mécanique, un peu à la manière d'un canard à qui on a coupé la tête et puis qui continue à courir. Et nous marchions. Et pendant que nous marchions de cette façon-là, à un moment donné, je ne me sentais plus, j'étais devenu totalement immatériel. Et curieusement, je me suis vu d'en haut. Je me voyais d'en haut. Je marchais, je voyais la colonne marcher, mais je ne ressentais plus rien. Et tout ça, ça se passait un peu comme dans une sorte d'état de rêve. Et la colonne marchait, et je continuais à marcher. Et puis, il y a eu une sorte de trou. On a marché. Et jusqu'au moment où nous sommes arrivés à Gleiwitz, nous avons marché comme ça pendant 3 nuits et 2 jours. Et voilà dans quelles conditions nous sommes arrivés à Gleiwitz en marchant, tout en ayant l'impression d'être hors de nous-mêmes, dans un corps immatériel qui flottait, qui marchait, qui était devenu pratiquement complètement anesthésié, complètement insensible par la souffrance physique, la douleur des articulations,
et l'anesthésie du froid, tout cela était combiné. Et nous avions l'impression que nous étions morts et qu'en fait, physiquement, et que l'on pouvait se voir du ciel. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés dans un camp parce que nous ne savions pas où nous allions. Et on a commencé à nous entasser dans un camp et il y avait un baraquement. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans ce baraquement. Je l'ai appris par la suite que c'était un des camps de Gleiwitz parce que ceux qui n'avaient pu entrer dans le baraquement où nous étions littéralement entassés, ils restaient évidemment dehors, à l'extérieur, dans la neige. Ils n'avaient plus qu'à rester là indéfiniment. Et probablement jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, je suis donc resté dans ce bloc et nous étions tellement entassés qu'il fallait ouvrir fenêtres et portes pour pouvoir avoir un petit peu d'air. Là, nous commencions à reprendre un petit peu conscience. Et ce qu'il y avait d'épouvantable, c'est que ceux qui avaient réussi à rentrer étaient poussés par ceux qui étaient à l'extérieur, qui voulaient rentrer. Et c'était un tassement considérable, c'était une véritable compression. De sorte que, à force d'étouffer, nous étions obligés de sortir. Et une fois que j'étais sorti du bloc, de ce baraquement, eh bien, impossible d'y revenir. Parce que il y avait toujours derrière ceux qui cherchaient à y entrer, et c'était une sorte de cercle qui tournait en rond, ceux qui étaient éjectés, ceux qui tentaient de rentrer, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dehors. Alors, il n'y avait plus d'autre alternative que de s'asseoir dans la neige et de rester là. Nous n'avions plus rien à boire, plus rien à manger, puisque j'avais eu la bonne idée de consommer dès le départ la ration qui m'était donnée pour éviter qu'on puisse me la voler et avoir aussi le maximum d'énergie possible pour entreprendre cette marche. Mais là, il n'y avait plus rien. Rien. Nous étions arrivés en pleine nuit et nous nous sommes assis dans la pâleur blafarde de la neige jusqu'au lendemain. Et les convois arrivaient, les transports, les gens arrivaient de plus en plus dans le camp, qui eux aussi avaient été jetés sur les routes et qu'on amenait à Gleiwitz, de sorte qu'il y avait de plus en plus de monde. Et j'ai donc pu me reposer un petit peu. J'étais complètement paralysé par le froid. Et à force de rester dans la neige, j'ai réussi à me soulever un petit peu, et plutôt que de rester dans la neige transie, je me suis assis sur un cadavre, de manière à avoir un meilleur confort et une meilleure isolation. Et il y avait de plus en plus de cadavres violacés qui jonchaient le sol, au point que nous ne pouvions plus marcher sans heurter ces cadavres que nous étions contraints d'enjamber. Et c'est ainsi que nous sommes restés dehors pendant plusieurs jours, dans l'attente d'un train qui, paraît-il, devait venir, mais qui n'arrivait pas. Et la mortalité était effroyable, de plus en plus de cadavres
jonchait le sol enneigé. Et je ne savais plus très bien moi-même où j'en étais. Par moments, je perdais complètement conscience. Et par moments, je voyais vaguement ce qui ressemblait au jour et à la nuit. Je ne sais plus exactement combien de jours et de nuits nous sommes restés à Gleiwitz. Et puis, un beau jour, on nous a dit, puisque le train n'arrive pas, nous allons repartir à pied. Ce qui pour nous était l'horreur absolue. Alors, on a parqué tous les gens qui pouvaient encore tenir debout et on a demandé à ceux qui pouvaient marcher de se mettre d'un côté et ceux qui estimaient qu'ils ne pouvaient plus continuer à marcher de se mettre de l'autre. Et malgré tout, on a fait une sélection parce qu'on était toujours méfiants quand il y avait une sélection. Parce que les sélections étaient toujours perverses. Et en passant devant cette sélection, j'étais avec un petit camarade de Labouna qui, lui, est parti d'un côté. Je ne savais plus si c'était côté droit ou côté gauche. On me dit d'aller d'un côté. J'ai dit non, mais je vais aller avec lui. Et sans le savoir, je me suis trouvé du mauvais côté. Lorsque la sélection a été terminée, on nous a parqués dans un angle du réseau barbelé du camp et on a dit vous restez là, vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas marcher. Alors j'ai commencé à comprendre la situation et j'ai compris que nous étions foutus. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit c'est trop bête d'en être arrivé là après 3 jours de marche forcée, d'en être arrivé là, de tenir encore debout et d'être abattu ici, c'est pas possible. Alors malheureusement cette situation a eu tendance à se confirmer parce qu'on nous a refusé de rejoindre le groupe le plus important. Nous étions en fait une petite minorité où nous étions tout de même quelques centaines. Et face à nous, on a mis des SS et des capots polonais pour nous empêcher de nous fondre avec les autres. Alors c'est là que j'ai compris que nous allions être abattus. Qu'il allait y avoir un joli petit massacre qui se préparait. Alors, il y a eu des réactions d'affolement. Les SS n'aimaient pas ça. Il y en a un qui est venu vers nous et qui nous a dit « Ne vous inquiétez pas, en allemand, bleiben Sie ganz ruhig. Ich bescheid Ihnen, es wird gar nicht passieren. Vous me faites confiance, je peux vous assurer, moi, qu'il ne vous arrivera rien. » Et il s'est fait lui-même bousculer au point qu'il a perdu un chargeur de sa mitraillette. Et instinctivement, et d'une façon criminellement imbécile, un des déportés a ramassé. Vous voyez jusqu'où peut aller quelquefois la veulerie de l'instinct de conservation. Il a ramassé le chargeur de sa mitraillette qui était tout de même long comme cela et il l'a remis au SS qui, surpris, lui dit « Du kommst raus ». Autrement dit, il lui a fait comprendre qu'il l'épargnait
du kommst raus, du gehst weg. Ce qui m'a donc il a pu passer la limite dans laquelle on nous avait intégrés, et donc il avait réussi à sauver sa peau, mais moi ça m'a confirmé que nous allions être massacrés. Alors certains d'entre nous ont tenté comme ça de passer, et ils ont été repoussés. À un moment donné, il y a un SS a fait tracer une ligne dans la neige en disant que ceux qui tenteraient de franchir cette limite, ils seraient abattus, purement et simplement. Donc la chose nous paraissait tout à fait évidente. Nous pouvions être abattus à n'importe quel moment, et quelques fusils mitrailleurs avaient déjà été, nous les voyons, postés à proximité. Alors, c'est là que j'ai vu un certain nombre de camarades de la Bouna que je connaissais. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'on nous abatte comme des bêtes, ou qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand-chose à faire, comme dit, non, mais on peut faire une chose, se rapprocher le plus possible de cette ligne, et puis en groupe, et puis à un moment donné, se mettent à courir en bondissant, et on sera abattu. Mais de toute façon, nous allons l'être. Ceux qui passeront, passeront. Ils seront peut-être sauvés, et pour les autres. Alors, c'est ce que nous avons fait, et nous sommes rapprochés, un peu comme des chats, le long de la ligne, d'un aide de pas y toucher, et puis à un signal, nous avons bondi pour passer la route. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des hurlements, il y a eu des crépitements. Moi, j'ai couru, et puis je sentais siffler les balles, mais ça n'avait pas d'importance. De toute façon, j'étais dans un état second, même si j'étais mort ou si j'étais vivant. Et puis, d'un seul coup, j'heurte des gens, c'était des Polonais qui étaient là, qui m'ont attrapé et qui ont commencé à me matraquer. Et c'est là que j'ai eu le crâne fracturé et que je suis resté dans le coma. Dans la neige, on a dû me tirer là-bas. J'avais la tête complètement ensanglantée et je suis resté allongé dans la neige et dans le froid, je ne sais pas combien de temps. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à sentir quelque chose. J'avais très mal, j'avais très froid. J'ai relevé un petit peu la tête, mais je ne voyais rien. Je me sentais aveuglé, alors j'ai passé ma main devant les yeux et j'ai dû arracher des croûtes de sang coagulées. Et je ne pouvais plus bouger, alors j'ai commencé à ramper un petit peu dans la neige, je n'avais plus la force de me lever. Et puis je me suis laissé aller dans la neige comme ça, sur le sol, je ne sais pas combien de temps. Et puis au bout d'un certain temps, je ne sais pas si c'était des heures ou des jours comme ça, et de l'autre côté de la barrière, j'ai pu apercevoir le professeur Robert Weitz qui était là et qui regardait vers nous. Il parlait avec des capots polonais et il y avait également des SS qui étaient là, qui regardaient vers nous. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai cru comprendre qu'il regardait vers moi, qu'il m'avait reconnu, alors que nous étions probablement méconnaissables, parce qu'il regardait dans ma direction d'une façon très, très ostensible. Alors, j'ai fait un petit signe pour voir si je ne rêvais pas.
et qu'il m'avait peut-être bien identifié. Et il a fait un signe de tête. Et je l'ai vu après, donc s'approcher de 2 ou 3 SS qui étaient là et parler avec eux. Je sais qu'il avait eu de bonnes relations avec eux dans la mesure où il a été amené à les soigner et que même les SS avaient une certaine considération, un certain respect pour le professeur Robert Weitz. Et quelque temps après, il s'est approché un petit peu de cette barre et il m'a fait signe de venir. Alors, j'ai dit, bon, ben, je m'apprêtais à passer cette fameuse ligne, je commençais à marcher, mais quelqu'un d'autre à côté de moi a observé le manège et a vu également ce qui se passait. Peut-être avait-il compris que lui aussi pouvait venir. Alors, il m'a précédé, il a couru, il a passé la ligne. À ce moment-là, je l'ai vu mettre en joue par un SS qui était là et qui s'est mis « Du Schwein !» Et il a tiré une balle, il est tombé raide mort. Et je peux dire que ce pauvre type, en voulant sauver sa peau, a peut-être sauvé la mienne, parce que je crois que j'ai eu l'intention si vous voulez, de partir, de sortir dans les mêmes conditions. Et après l'avoir abattu, le SS lui a dit en allemand « Ça t'apprendra à mettre de Mütze auf, c'est-à-dire chapeau bas. » Alors là, j'ai compris. Alors, je me suis dit, de toute façon, si je passe la ligne, quoique il a vu qu'on me demandait de sortir, mais il avait toute l'attitude de m'abattre ou de l'abattre n'importe qui, si ça lui faisait plaisir, parce que j'ai noté qu'il avait abattu cet homme avec apparemment beaucoup de satisfaction. Il dit pourquoi est-ce qu'il m'épargnerait? Alors je me suis dit bon, je n'ai pas d'autre choix. Il faut y aller. Et puis s'il me tire dessus, ben, tant pis, ce sera terminé. Et alors je me suis dirigé face au SS, appelant. Je me suis présenté en face, je me suis arrêté devant lui, je me suis mis au garde à vous en plaquant mes bras contre mes jambes. J'ai fait le Mützen up, et puis appelant, je suis allé vers le SS et je suis passé devant lui et rien ne s'est produit. Et c'est à ce moment-là je me suis mis à courir comme je crois n'avoir jamais couru de ma vie. Et je me suis fondu dans la masse des gens qui devaient partir à nouveau en marche forcée. Et je crois que j'ai dû à nouveau tomber à terre et j'ai dû pleurer comme c'est pas possible. On ne peut pas imaginer la tension nerveuse que l'on peut éprouver lorsqu'on se trouve devant une situation telle où vous mettez votre existence, votre vie en jeu avec une telle légèreté. À la suite de ça, nous sommes restés encore quelques jours à Gleiwitz, toujours sans rien manger et sans rien boire. Et le train a fini par arriver, ce qui était incroyable, peu de temps avant que l'on décide de recommencer une nouvelle fois la marche forcée. Alors ce train
c'était un train qui était composé de wagons découverts, métalliques, ce qui ne nous isolait pas tellement du froid. On nous a fait entasser par wagons entre 120 et 130, au point que lorsque nous étions dans le wagon, nous étions tous debout et tous comprimés dans le wagon. Et je ne sais pas, là encore, j'ai eu mon instinct qui m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je me place contre une des parois du train. Parce que, et cela s'est confirmé, parce que le train, quand il démarre ou quand il freine, vous avez la force d'inertie nous plaque contre les parois, soit à l'avant, soit à l'arrière, ou dans les virages, sur les côtés. Et là on étouffe, ou là on est littéralement écrasé, on se laisse tomber, et on est piétiné par les autres qui se raccrochent à la paroi parce que nous n'étions tenus par rien. Nous étions comme des saucissons pendus les uns à côté des autres. Et la mortalité ainsi a été effroyable très, très rapidement. Les cadavres ont commencé à s'amonceler dans le wagon dès le départ. Et mon Dieu, si j'ose dire, cela nous a fait un petit peu plus d'air, un petit peu plus d'espace. Et dans certains cas, nous nous asseyons sur les cadavres pour pouvoir avoir aussi encore un peu plus de confort et être isolé des parois métalliques. Et le voyage a ainsi commencé pendant des jours et des nuits. Et il y avait de plus en plus de cadavres qui s'amoncelaient. Et si je ne voulais pas être écrasé moi-même, il fallait que je me place par-dessus, et toujours par-dessus. Et c'est ainsi que, un beau jour, oui, notre train donc a continué à cheminer. Il y avait des chutes de neige importantes. Nous étions recouverts complètement par la neige. Nous n'avions même plus faim. Nous ne sentions même plus la douleur. Mais par contre, nous avions soif. Soif. Très soif. Alors, nous avons commencé à manger de la neige parce qu'il n'y avait pas autre chose. Et plus on mangeait de la neige, ça nous brûlait la gueule. Et on avait soif. C'est horrible, la soif. Même dans ces conditions, en plein hiver. Et on mangeait de la neige. Et notre gorge, notre bouche était plongée comme dans de l'acide sulfurique. Au point que nous avons fini par arrêter de manger de la neige. Et nous sommes laissés aller. Et ainsi, recouverts comme un linceul blanc par cette neige, j'ai pu voir l'approche d'une ville. Et j'ai pu lire Praha, ce qui voulait dire Prague. Et notre train s'est immobilisé en gare de Prague. Mais au préalable, nous sommes passés sous des ponts à l'approche de la ville. Et là, nous pouvions voir les civils tchèques à bicyclette ou à pied qui, au petit matin, paraissaient aller travailler.
Et lorsqu'ils ont vu arriver ce train, j'ai vu des hommes s'approcher, lever le poing. Il y avait des femmes qui se mettaient à pleurer. Tout le monde s'est affolé. On pouvait les voir pont après pont. Et ensuite, très, très rapidement, ces gens ont dû comprendre la situation parce qu'ils nous voyaient, ils voyaient des trains où il n'y avait que des cadavres et des pyjamas rayés. Et je les ai vus fouiller dans soit un panier, soit dans leur poche. Ils nous jetaient les sandwichs qu'ils avaient probablement pour leur repas de midi. Ils nous jetaient ça du pont. Alors, c'était 1000 bras qui se levaient pour essayer d'attraper ça. Et puis, j'ai réussi à attraper quelque chose, un morceau de pain. Et il y avait 100 mains qui l'ont attrapé, mais il m'était resté quelque chose dans le poing que j'ai mis à ma bouche. Et comme j'avais la bouche gelée, j'avais du mal à articuler ma mâchoire, tout était gelé. J'ai vu une main qui m'est entrée dans la bouche et qui m'a arraché ce que j'avais. Et puis, je n'ai plus rien eu, bien entendu. Le train a fini par s'arrêter en gare de Prague. Et là, il y avait des civils. Et j'ai vu tous ces civils qui étaient complètement affolés. À tel point que ils étaient là comme dans un cirque si un ou plusieurs lions ou tigres avaient tenté de s'évader et qui allaient vers eux. Et c'est là que c'est à travers leur réaction que j'ai commencé à comprendre notre situation et ma situation. Et on s'est mis à crier SS, SN, SN. Et ça a commencé à déstabiliser les SS qui étaient sur le rebord de chaque wagon. Et ils regardaient les civils, ils nous regardaient, ils avaient des Gummischlag. Et j'ai vu celui qui était sur mon wagon, il regardait les civils, il nous regardait, il ne savait plus quoi faire. Et j'ai senti j'ai vu qu'il devenait tout rouge de honte. C'est la première fois que j'ai vu un SS, que j'ai eu le sentiment qu'il avait honte de quelque chose. Il n'avait même plus la réaction. Et puis rapidement, son réflexe est revenu. Il a pris sa Gummischlag et il a commencé à nous frapper pour que nous restions tranquilles. Et ensuite, le train, il est reparti. Les Pragois s'en souviennent encore de ces trains de la mort qui ont traversé Prague. Et le train a continué son cheminement. Et pendant ce temps-là, les cadavres s'accumulaient et on était obligé de jeter les cadavres par-dessus bord pour avoir de l'espace. Et c'est après la guerre que j'ai appris que tous les cheminots depuis Gleiwitz, que toute la voie de chemin de fer était jonchée de cadavres, au même titre qu'après Auschwitz, toute la route était jonchée également de cadavres, jusqu'à Gleiwitz. Et le train a repris inexorablement, continué sa marche. J'avais complètement perdu la notion du temps, bien entendu, et j'ai même perdu complètement conscience. Je pense que à ce moment-là, je suis tombé dans un état de... Comment dit-on quand on est gelé? D'hypothermie? Oui, c'est ça, en état d'hypothermie. Et je
pense que je n'aurais pu aller bien loin comme ça. Et j'ai perdu complètement toute conscience et même connaissance. Et puis, à un moment donné, parce que je ne pouvais plus gérer le temps, bien entendu, le train s'est arrêté et on a ouvert les wagons. Et j'étais au sommet d'un tas de cadavres, par-dessus, pratiquement presque tout le monde était ou semblait mort déjà, complètement gelé. J'ai aperçu des gens qui étaient en uniforme vert, mais qui n'était pas tout à fait celui des SS, puisque c'était un uniforme qui était un peu kaki, avec un casque allemand qui ressemblait au casque qu'ils avaient en 14, mais donc qu'ils étaient dans ce genre d'uniforme, mais ils n'étaient pas armés. Et ça a été ma terreur. Mais je ne pouvais plus bouger. Et ces gens, je l'ai appris par la suite, on les appelait Lagerschutz. Ils se sont approchés de nous et ont commencé à tirer des gens par les pieds ou par les bras pour voir ceux qui étaient encore vivants ou morts. Et c'est ainsi que je me suis fait agripper par un bras. J'ai senti qu'on me tirait. Et puis je suis tombé du wagon. Et on a essayé de me remettre debout. Je ne tenais plus debout. Et on m'a aidé donc à me maintenir debout. Et j'ai réussi malgré tout à marcher un petit peu. Et je l'ai appris par la suite, les Lagerschutz, c'était en fait c'était des déportés de Buchenwald qui appartenaient à un organisme qui eux, pouvaient, une sorte de commando qui avait été habilité par les Allemands pour nous récupérer. Alors, ceux qui étaient vivants se retrouvaient là, et donc sur le bord d'une voie de chemin de fer, et c'est ainsi qu'on nous a plus ou moins portés ou acheminés dans un camp. Je ne savais pas où on était, et c'est ainsi que j'ai appris que je venais d'arriver à Buchenwald. Là, on était au mois de février, au mois de... à peu près. Alors, nous sommes partis le 18 janvier de Bouna, et on nous a dit que entre Auschwitz et Buchenwald, s'était écoulé 18 jours, pendant lesquels nous n'avions rien à boire et rien à manger, et que nous étions continuellement restés dehors, par moins 30, moins 35, et y compris recouverts de neige, d'une épaisse couche de neige dans ces wagons. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas entrer dans le détail exhaustif de ces mois que vous avez passés à Buchenwald. Oui, alors là, je l'ai décrit donc à Claude Veil. Par la suite, toujours en groupe, on nous a entassés et poussés vers un bâtiment où j'ai vu une cheminée. Et là, je me suis dit, ça y est, ça va recommencer. Parce que nous savions ce qu'une cheminée pouvait signifier. Et je l'ai dit, j'ai commencé alors désespérément à refluer plutôt que d'avancer vers cette cheminée.
j'étais complètement terrorisé. Je dis avoir fait tout ça et arriver dans une chambre à gaz à nouveau, parce que nous pensions que c'était la cheminée. Enfin, moi, je pensais que c'était la cheminée d'un crématoire, qui effectivement était tout à fait proche. Et finalement, on nous a poussés par la masse, parce que ce n'était plus que des flux humains que l'on poussait et que l'on faisait avancer. Et combien étiez-vous à peu près à être arrivé à Buchenwald? Écoutez, Parce que des gens de Bouna, il y avait eu des différentes colonnes, j'imagine. Enfin, oui, vous n'étiez pas tous. Mais bon, il y avait d'autres colonnes d'Auschwitz qui se sous-rajoutaient. Il y en avait qui venaient de Birkenau, d'Auschwitz I. Nous étions un nombre incalculable. Je crois que on a dû jeter plusieurs centaines de milliers de déportés comme ça sur les routes. Et puis après, on ne savait plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous et comment finalement êtes-vous arrivé en contact avec oui, Marcel Paul? Alors finalement, j'ai poussé par les flux humains qui nous poussaient vers l'avant. Je me suis retrouvé dans ce bâtiment. Et là, enfin, il y avait, c'était chauffé. On commençait à se détendre, quoique entassé. Et je ne sais plus, donc on nous faisait entrer groupe, par petits paquets en fait. Et là, on nous a fait nous déshabiller. Alors je me suis dit, bon ben, c'est classique, du vestiaire, on passe à la chambre à gaz, et puis... Ben non, c'est pas ça qui s'est produit. Et c'est par la suite aussi que j'ai appris qu'il n'y a pas eu de massacre, en définitive, à Gleiwitz. Que ceux qui étaient restés ont été sauvés en raison du fait que le train est arrivé. Donc ceux qui n'avaient pas été abattus, comme moi j'avais failli l'être, ont pu être épargnés. Et donc, on nous a fait nous déshabiller, on nous a dit qu'on allait nous doucher, ça c'était bien classique. En fait, je me souviens plus si réellement on nous a douchés, mais nous sommes retombés, je pense que on a dû nous donner un petit coup de jet. Ensuite, nous sommes retombés sur un commando, comme on disait, de friseurs. Les friseurs, c'était les coiffeurs, ceux qui avaient la fonction de raser et de recouper les cheveux des déportés. À la suite de quoi, il y avait un petit bassin qui était rempli de pétrole et qui devait servir de désinfection. Alors on nous faisait rentrer dans ce bassin et quand nous y étions jusqu'au cou, quelqu'un nous faisait mettre la tête dedans. De sorte que quand on nous rasait les cheveux, et toujours avec le même rasoir qui n'était jamais désinfecté, ça nous brûlait l'épiderme. Cela va de soi, donc on avait pris un bain de pétrole comme ça, c'était classique à Buchenwald. À la suite de quoi, nous repassions devant un SS qui nous faisait courber et qui nous regardait derrière pour savoir si nous n'avions pas caché quelque chose dans la région anale. Et à la suite de quoi, il nous livrait aux déportés qui étaient restés là. Et j'ai été surpris de voir que il y avait donc des déportés, les uns qui étaient à moitié en civil, d'autres en pyjama rayé, dans une grande salle avec une grande table et des bancs
qui nous faisait asseoir et qui nous interrogeait en français. Alors on nous expliquait qu'ils étaient français et qu'ils nous demandaient tout à fait surpris qui nous étions, d'où nous venions, en fait tout un interrogatoire, l'âge que nous avions, qu'est-ce que nous faisions, etc. Et puis quand mon tour C'était des détenus français, donc? Oui, donc je me suis retrouvé en face d'internés français qui, sans que je le sache, faisaient partie de l'organisation secrète de Buchenwald, parmi lesquels était probablement Marcel Paul, mais moi, Marcel Paul, je ne connaissais pas. Je n'étais qu'un gamin de 15 ans à l'époque. Et c'est à la suite de ça qu'on a pris nos numéros, qu'on nous a refait une fiche d'identité et qu'on nous a affecté à un bloc. Et c'est ainsi que je me suis trouvé affecté au bloc 57 dans le petit camp de Buchenwald. Et c'est là que finalement était dans une stube Marcel Paul qui s'est présenté et qui a dit que c'était lui le chef de bloc, mais sans plus, puisque c'était en fait le chef de la résistance secrète. Et je ne le savais pas, mais il m'avait fait placer à côté de la stube, pratiquement en semi-protection, avec un certain nombre si vous voulez, de petits jeunes. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé donc dans ces fameux clapiers box de Buchenwald dans lesquels on nous entassait pour dormir, et que on a enfin attribué une petite ration de pain unique pour la journée. Et moi, je crois que j'étais arrivé véritablement à ce moment-là au bout du rouleau, parce que je n'avais plus conscience de rien. J'étais presque comme dans un état de rêve. Pour marcher, il fallait que je marche contre la paroi du baraquement parce que je n'avais plus d'équilibre. Je pouvais mourir à n'importe quel moment d'inanition. Et ça a été le cas de beaucoup de mes camarades, beaucoup de morts. Et puis, un jour, Marcel Paul est arrivé et il nous a dit « Bon, nous avons parlé avec les autres camarades qui n'étaient pas juifs, qui étaient les anciens de Buchenwald. Il nous a expliqué qu'il leur arrivait de recevoir des colis de la Croix-Rouge et qu'il avait décidé solidairement de partager ces colis avec les juifs français. Et je me suis vu attribuer une petite poignée de sucre et puis un peu de jeunes d'œufs en poudre qui étaient en boîte. Et c'est peut-être grâce à cela que j'ai pu passer le moment où j'aurais dû mourir. Et il faut quelquefois peu de choses pour passer de la vie à la mort. Et ça a été grâce à l'action de solidarité générée par Marcel Paul que je lui dois d'être encore vivant aujourd'hui. Alors, à quelle date Buchenwald a été évidemment libéré en partie par l'insurrection des... Buchenwald était le camp qui s'est libéré par lui-même, qui s'est auto-libéré, c'est le seul cas. Et grâce à cette organisation secrète et de l'armement qui avait été récupéré dans une usine d'armement auquel les déportés de Buchenwald travaillaient et qui avaient volé
des pièces détachées, pièce par pièce, qu'ils avaient réussi à faire pénétrer à l'intérieur du camp et avec lesquelles ils avaient réussi à reconstituer des fusils, des mitraillettes, des choses comme ça. À quelle date avez-vous été libéré par les Américains? Depuis plusieurs jours, nous étions au mois d'avril, début avril, Buchenwald se trouvait au sommet d'une colline à côté de Weimar et où on pouvait dominer toute la plaine de Weimar. Et fréquemment, nous pouvions voir la nuit le feu de la canonnade que l'on entendait, et c'était des tirs continuels et qui se rapprochaient. Et puis, un beau jour, il est vrai que, bon, je ne vous aurais pas raconté, je n'ai peut-être plus le temps de vous raconter comment les Allemands, avant l'arrivée des Américains, ont commencé à liquider les déportés de Buchenwald. Ils les ont massacrés dans d'anciennes carrières et ça a été abominable parce que on nous sortait des blocs, on avait ordre de nous sortir des blocs et puis pour nous faire marcher à Bouna. Et ça, je reviens, pardonnez-moi, en arrière. Et là, c'est un témoignage fort que je voudrais, très fort. C'est que par 3 fois, j'ai vu arriver la Croix-Rouge internationale à Bouna. Par 3 fois, ils sont venus. Par 3 fois, ils ont vu où nous étions, ce que nous étions. J'ai même vu un des délégués de la Croix-Rouge passer devant moi à 50 cm, me toiser et ensuite continuer. Ils ont tout vu, certainement qu'ils devaient savoir. Non seulement ils ont vu, non seulement ils savaient, mais surtout, ils n'ont rien dit. Et j'en ai témoigné devant des représentants du CIRCR au CDJC lorsqu'ils sont venus faire une conférence sur l'action de la Croix-Rouge suisse. Et ça a été la honte pour eux. Une dernière question. Vous avez été libéré donc le 11 avril 1945. Donc, à l'approche des chars j'allais dire de Rommel, que j'avais connu aussi à Perros-Guirec, des chars de Patton, oui c'est ça. L'armée secrète était en réalité organisée par groupement de combat aussi sous les ordres de Marcel Paul et puis d'anciens militaires. Il y avait le colonel Manès, pour ne pas le citer, que j'ai connu. Il y avait d'autres militaires de carrière. Il y avait, je crois, le général Cognin, celui qui est devenu le général Cognin, au commissaire en Indochine. Il y avait le général Ayret, monsieur Bombe à française, qui étaient là, mais qui n'étaient pas encore des généraux, qui commandaient les groupements et qui ont donné l'assaut aux Miradors au travers des barbelés en leur tirant dessus. Et ensuite qui ont attaqué tous les Miradors et la caserne SS et les ont poursuivis jusqu'au moment où ils sont tombés sur les chars américains. Et c'était donc ça le 11 avril 1945. C'était le 10 ou le 11 avril. Juste pour savoir, vous avez fêté votre anniversaire en mai suivant. Vous aviez quel âge? Je suis arrivé, j'ai été rapatrié en France je crois le 29 avril. Bon,
moi, mon anniversaire, c'était le 8 mai. Et je n'ai plus d'anniversaire. Je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Mon anniversaire est resté figé le 8 mai 45. Quel âge aviez-vous? J'avais 16 ans à ce moment-là. Voilà ce dont je voulais témoigner. Merci. Voilà, excusez-moi.